Alors, nous sommes Bonjour vraiment Oriane. très heureuses de t'accueillir pour ce premier sommet international des projets innovants. Alors, Patrice, je vais te présenter. Tu t'appelles Patrice Juby. Tu fais un métier qui fait rêver beaucoup d'enfants, car tu es sapeur-pompier en Haute-Savoie. Et afin de transmettre les gestes qui sauvent à un large public, tu as eu l'idée de créer un jeu de société qui s'appelle Secouriste. Et ce jeu s'adresse à tous les âges. Ce jeu aussi a reçu la médaille d'or du concours Lépine 2019, ce qui n'est pas rien. Donc une façon ludique de transmettre les gestes qui peuvent sauver des vies. Et fort de cette première expérience, tu enchaînes aussi avec un outil pédagogique dont tu nous parleras dans quelques minutes. Et je t'avoue que je suis bien curieuse. Donc, nous enchaînons avec Gaëlle de Nohan. Bon, moi, j'aime bien, tu as créé Marguerite et compagnie. Et Marguerite et compagnie, c'est aussi en hommage à ces femmes, ces femmes de l'histoire, comme Marguerite Yourcenar, par exemple, ou Marguerite Duras, qui ont laissé une empreinte dans le monde du féminin ou du féminisme. Tu es donc une entrepreneuse qui a créé Marguerite et compagnie. Tu es une entrepreneuse éco-responsable, comme tu le dis, solidaire et féministe, donc ça, tu le revendiques. Hein. Et tu offres aux femmes menstruées des alternatives saines pour elles et Dame Nature. Tu as breveté le premier distributeur de produits menstruels gratuits. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as carrément créé ton hashtag, le hashtag Changeons les règles. Donc, je trouve ça, c'est un très joli jeu de mots pour faire avancer les lignes autour de la femme, du féminin et de ces règles qui sont tellement naturelles et qui pourtant sont tellement tabous aujourd'hui. À toi, Oriane. Alors moi j'ai le plaisir également d'accueillir Martine Fallon qui vient, enfin qui nous suit depuis la Grèce mais qui est belge comme moi d'ailleurs. Alors Oui. très tôt, Martine, tu as réalisé l'importance de l'alimentation pour pouvoir mener une vie trépidante de journaliste, de maman, d'épouse et peut-être encore plus. Puis un accident grave vous est arrivé à toi et à ta petite fille alors que tu étais enceinte. Et cet événement traumatique t'a fait prendre conscience de l'importance d'être alignée, de donner du sens à ta vie. Après t'être reconstruite, tu as créé la cuisine énergie. Tu es également auteur de 6 livres sur la cuisine énergie, la détox, et ton dernier livre s'appelle Amour Food. Martine, nous sommes vraiment heureuses de t'accueillir dans le cadre de ce premier sommet international des projets innovants, et tout spécialement aujourd'hui car ton expérience nous permet de faire le lien entre l'humain, thème d'hier, du sommet, et la spiritualité, thème de demain, qui sera le dernier jour de cette belle aventure. Je suis très heureuse en tout cas que vous ayez pensé à moi et j'espère pouvoir contribuer du fin fond de la Grèce à ce qui est une émergence qui se passe au niveau de la prise de conscience de la relation entre effectivement l'humain et l'action et puis la souveraineté de l'individu. Et donc, notre dernière intervenante, Cécile Lavaux. Donc, Cécile, tu es, toi, une femme qui fait murmurer les chevaux à l'oreille des humains et non pas le contraire. Tu accompagnes les adultes et les adolescents dans leurs projets professionnels et personnels et tu les orientes en travaillant sur la santé émotionnelle et l'équilibre de la santé au global. C'est exact. Accompagné par les chevaux, je vais sensibiliser tout un chacun, comme Martine, au sens fondamental de la vie et trouver, par le biais de cette fameuse santé émotionnelle qui a été un peu souvent mise de côté, un chemin en douceur et en cohérence avec nous-mêmes pour aller dans les verts pâturages comme mes chevaux qui sont acteurs majeurs de tous ces processus. Bienvenue à toutes et à tous. Moi, je me régale de cette table ronde. Oui. Oriane, on avait dit qu'on démarrait par Martine. Oriane, on ne te voit plus. J'ai des soucis avec Internet ici. Donc voilà, donc quand je disparais, il suffit de prendre une grande respiration et puis de garder le calme et puis je réapparais. Alors,
oui, qu'est-ce que tu disais, Laurence? Oui, je disais que quand on avait préparé, il était question que tu enchaînes sur la première question avec Martine. Oui, Donc, oui. je te laisse la main. Martine, voilà, la toute première question que l'on s'est posée, c'est comment t'es venue l'idée de ce concept, de ce projet de cuisine énergie? Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu Là, c'est un long cette cheminement. aventure? Est-ce que l'idée vient-elle de moi ou est-ce que c'est la vie qui me l'a mise comme une petite semence qui met du temps à pousser en fait, ma vie se divise en deux parties. Jusqu'à mes 33 ans, j'étais une jeune femme très active, superwoman, dirigeant une affaire de prêt-à-porter, vivant une vie un peu comment dirais-je, favorisée à Bruxelles, avec un beau mari, une belle voiture, une belle piscine, et me posant peu de questions, si ce n'est le contenu de ma garde-robe, me moquant un peu de celui de mon garde-manger. Ça, c'était un peu ma réflexion de départ, et je me nourrissais un peu comme tout le monde, un peu n'importe comment, en courant entre deux réunions, un sandwich, une tasse de café, le soir, un verre d'alcool pour me remonter le moral. Donc, en fait, j'ai vécu cette vie-là jusqu'au moment où, après un burn-out, quelques mois après la naissance de ma première fille, j'ai dû en fait me reprendre en main et c'est une sorcière énergétique plutôt qu'un psychiatre sur laquelle je suis tombée. Alors voilà, de nouveau, j'étais bien guidée et elle m'a dit que j'étais en panne d'énergie, donc c'était un mot que je ne connaissais pas. Et donc, enfin, je ne savais pas en tout cas qu'on pouvait en manquer, parce que je vivais qu'avec une énergie en mode de chevaux, mais je pensais que c'était un mode au niveau normal d'énergie. On faisait avec, voilà. Et donc, me sentant en panne d'énergie, je trouvais ça interpellant, mais je le vivais dans mon intégrité physique, parce que je ne savais plus me lever, je ne savais plus me mettre en route. Tout était négatif. J'avais un petit bébé qui était en pleine forme, un mari qui me regardait déjà à travers, une belle-mère qui me conspuait. Donc tout ça, ça me créait quand même ça créait des tensions. Et donc cette dame m'a mis au riz complet, aux légumes vapeur, à la spiruline, aux oméga 3, à la vitamine C, la vitamine D. Et en 15 jours de temps, en fait, j'ai senti comme un fil rouge qui me montait des intestins et qui me donnait une énergie absolument fabuleuse, un peu comme un fil d'Ariane. Et je me suis dit, bon, c'est parce que je suis au riz complet, parce que je rentre dans une démarche qui a l'air positive et que bon, ça va passer. Et non, plus ça allait, plus en fait cette énergie se décuplait. Et finalement je ne voulais plus quitter cette énergie et vivant avec le père de ma fille, ne désirant pas qu'il me fasse signer un jour comment on dit en Belgique, un C4, c'est-à-dire un certificat de répudiation, parce qu'à l'époque, j'étais dans un système où je devais être un mari beau et riche qui me regardait comme étant une jolie femme bien disposée à son égard pour que je puisse exister dans le relationnel avec lui et socialement aussi. Et donc, je me suis dit que pour qu'il me garde, ouais, il fallait que j'invente une cuisine qui puisse me permettre de rester avec mon riz complet, mes légumes vapeur, tout en faisant qu'il soit quand même content. Et donc, j'étais une très mauvaise cuisinière. Je n'aimais pas, en fait, passer de temps dans ma cuisine. J'étais plus souvent chez le traiteur au restaurant que dans ma cuisine. J'avais une très belle cuisine en plus. Mais bon, voilà, ça c'était les signes extérieurs du bien-être. Et donc, finalement, je me suis investie dans ma cuisine, un petit peu par obligation. Et puis les années ont passé et cette énergie, en fait, je ne me rendais pas compte que je la mettais au service d'un système de vie qui n'était pas bon. Et finalement, la vie m'a rattrapée 3 ans plus tard. J'étais enceinte à nouveau. Et donc, je partais en Turquie dans ma maison de campagne avec ma petite fille après une livraison assez exténuante. Et donc, dans le taxi qui nous ramenait vers la côte, nous avons eu en fait un accident extrêmement violent. Et je me suis retrouvée en morceaux, en mille morceaux. La petite fille préservée miraculeusement. Et donc, je suis restée dans un dispensaire en terre battue, fin fond de la Turquie, imposant, en tout cas interdisant à quiconque de m'approcher et exigeant mon rapatriement. Et donc, rapatriée à Bruxelles, les médecins m'ont dit que
ma grossesse était juste incompatible avec mon état. Et donc, j'ai décidé, parce que j'étais déjà habitée par cette énergie et en fait, ce que j'appellerais une souveraineté intérieure qui émergeait à ce moment-là. Et donc, je n'avais pas encore véritablement conscience, dans le sens où c'est quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, et qui vous aide tellement à concrétiser les rêves les plus fous que vous allez pouvoir imaginer, avec un cerveau bien nourri, bien entendu. En fait, je me suis dit que ce bébé, il n'était pas question qu'on en sépare. Et donc, j'ai menacé de quitter l'hôpital, j'étais intubée. Et donc, finalement, devant ma détermination, les chirurgiens ont accepté que je garde mon bébé. J'ai porté un masque de fer pendant toute ma grossesse au niveau du visage. Et donc, je me suis nourrie toute ma grossesse avec une paille par laquelle passait le riz complet, les légumes vapeur, la spiruline, enfin, tout ce qui était mon quotidien depuis 3 et 4 ans. Et donc voilà, et donc j'ai fait mon bébé, j'étais complètement, après mon accident, j'étais tout à fait défigurée, entre autres, et donc j'ai décidé que c'était aussi dans le cadre de ma souveraineté que j'allais retrouver un visage harmonieux. Et là, les chirurgiens que j'ai consultés m'ont dit non, c'est impossible, en l'état où vous êtes. Et je me suis dit, bon, mais dommage pour vous, ce n'est pas vous que je vais engager. Et finalement, je suis tombée sur un médecin qui m'a dit, on va y arriver. On va y arriver, ça prendra quelques années. En fait, tout l'itinéraire de reconstruction a pris 12, 13, 14 ans, je ne me souviens plus. Mais j'étais déterminée et aujourd'hui, je suis... alors, voilà, je suis aussi belle qu'avant ou plus belle qu'avant, je ne sais pas, mais je pense plus belle parce que finalement, la beauté, ce n'est pas simplement des traits harmonieux, c'est une énergie qui vient de l'intérieur et qui explose au regard de la personne que vous avez en face de vous. Et cette énergie est tellement virale, tellement contaminante, et que c'est ça qui fait en fait la beauté d'une personne, qu'elle ait 30 ans, qu'elle en ait 60, 80 ou 100, peu importe. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc mon bébé aujourd'hui, elle a 29 ans, elle est tout à fait magnifique, elle s'occupe de mes réseaux sociaux, et, euh, donc voilà, donc j'ai réussi ça, et puis en fait après, j'étais toujours à la commande de cette affaire de prêt-à-porter. Je gérais dans les salons de Milan, Paris, Londres, ne sachant plus très bien ce que j'y faisais. Et puis finalement, j'ai été un peu harponnée par mes amis. Il y avait à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes à la fin des années 90, il y avait la vache folle, la dioxine dans le poulet. Oui. Et donc les gens ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment peut-on encore faire ses courses dans un supermarché? Et elles sont venues me trouver, et donc j'étais un peu conspuée, parce que moi j'avais commencé déjà en 88 à changer complètement ma façon de m'alimenter. Pour moi, c'était une évidence. C'était impossible d'être en forme, d'être dans sa puissance, si on consommait des aliments qui n'étaient pas en forme et qui n'étaient pas dans leur puissance, et en plus contaminés par des tas de molécules qui étaient dangereuses pour la santé. Donc, j'avais profité aussi de ce lockdown finalement qui m'était imposé après mon accident. J'étais tellement immontrable que le regard des autres m'effrayait, ou en tout cas m'indisposait, parce que j'ai toujours détesté être considérée comme une victime. Donc, je m'étais plutôt enfermée chez moi, dans ma belle maison, avec ma belle piscine, et je dévorais tout ce qui me tombait sous les yeux en termes de médecine orthomoléculaire. Donc, en fait, c'est cette part de la médecine qui fait la relation entre l'alimentation et la vitalité, et la santé. Et la santé, ce n'est pas la non-maladie. La santé, en fait, c'est cet état où on est extrêmement en forme, où on a l'impression de flotter dans l'air, d'avoir fumé la moquette. C'est un peu l'état qui est le vôtre quand vous rentrez de vacances. Voilà, pendant 2-3 jours, vous avez l'impression d'être le roi du monde. Et donc, en fait, c'est cette impression-là c'est pas une impression, c'est une réalité qui doit vous accompagner, en fait, toute l'année, toutes les années de votre vie. Et donc, en fait, ces amis sont venus me trouver en me disant, Martine, aide-nous à faire nos courses, aide-nous à cuisiner. Et c'est ce que j'ai commencé à faire un peu par compassion. Puis j'étais contente qu'on vienne enfin me chercher, parce que jusqu'à ce moment-là, on me traitait un peu de doudingue, hein, parce que bon, voilà,
c'est celle qui prend son vélo pour aller chercher son pain, petit épeautre le vin, etc. C'est pas normal, quoi. Et donc, mais j'ai toujours été un peu anormale, j'ai toujours été un peu rebelle en dehors des sentiers battus. Donc, j'ai un côté un peu baroque qui est le mien, et j'ai enfin compris pourquoi il m'accompagnait dans une famille extrêmement conventionnelle, avec 6 frères et sœurs très conventionnels aussi. Terriblement centré sur les chevaux. Là, je m'adresse à Cécile, parce que je suis quasiment née sur un cheval, et nous avions toujours des chevaux chez nous, entre 5 et 7. Et pour moi, c'était une aberration, quand j'étais invitée chez des amis, de voir que ces amis n'avaient pas de chevaux. Donc pour moi, c'était évident qu'on devait être entouré de chevaux. Donc j'ai vécu avec ça. Et je me souviens des contacts avec les chevaux. J'avais énormément de connexions avec eux, parce qu'eux ne me trouvaient pas baroque, en fait. Mon père, qui était lieutenant général dans l'armée, et mes frères et sœurs, qui étaient alignés, me trouvaient assez baroque, mais pas les chevaux. Et donc, c'est une petite parenthèse que j'ai fait à l'attention de Cécile, parce que j'aime beaucoup son travail, sa démarche, et elle me touche beaucoup, particulièrement, ou les autres aussi, hein, je veux dire, Patrice et vous aussi, Gaëlle, vous êtes impressionnants parce que vous êtes en phase avec votre détermination, et puis vous apportez quelque chose qui est juste pour vous-même et pour le monde, et c'est comme ça qu'on est bien. Et donc voilà. Et donc j'ai commencé à donner des cours dans ma belle maison avec mes amis. Je ne savais pas cuisiner vraiment, donc j'ai pris leur chef chez moi. Et puis au bout d'un an, le chef m'a dit qu'il ne pouvait plus venir parce qu'il était devenu grand chef dans son restaurant. Et donc je me suis dit, bon, je vais prendre l'enlève parce que j'avais un cerveau qui fonctionnait bien. Et donc je me suis inventé une toque de chef, voilà. Et j'ai commencé à faire la cuisine, sachant pas la faire. Et ça a marché. Ça a marché. C'était le charme de, je ne sais pas, l'étincelle de vie qui a fait que ça a marché. Et puis donc mes amis étaient devenus accros à ma cuisine. Et puis finalement, ils m'ont dit, mais il faut que tu t'occupes de nos maris parce que nous, on veut avoir la flamme, on veut être magnifique, on veut être en forme, on veut être... Mais nos maris, on voudrait qu'ils arrêtent de ronfler, de se sentir magnifiques alors qu'ils ne le sont plus. Et on aimerait qu'ils rajeunissent avec nous. Voilà. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors je fais un dimanche le séminaire ouvert pour les hommes dans ma belle maison. J'ai eu 0 inscrit. Et je me suis dit, bon, la cible était juste, mais c'était la stratégie qui était mauvaise. Et finalement, je devais les imaginer dans un endroit fermé. Je pouvais les amener avec moi pendant une semaine, et duquel ils ne pouvaient pas s'enfuir. Alors, je pensais à Fort Boyard, mais ce n'était pas dans mon budget. Et puis finalement, j'ai imaginé un bateau sur l'eau. Et voilà. Et donc, en septembre 2001, la première cure détox en mer a vu le jour. Et puis, bon, à partir de là, j'ai fait plein de cures de détox. Mais donc, si vous voulez, pour parler du concept de la cuisine de l'énergie, pour moi, c'était évident que pour pouvoir être en mode full énergie, cette énergie-là qui, en fait, tant qu'on ne l'a pas connue, on ne sait pas ce que c'est. Tant que vous n'avez pas vécu, tant que vous n'avez pas roulé dans un camion de pompiers extraordinaire, vous ne savez pas ce que c'est que je veux dire, une carriole à cheval qui était des pompiers d'avant, quoi. C'est un peu la même chose. Tant que vous conduisez en Skoda, vous ne savez pas ce que c'est que de conduire en Ferrari. Je n'ai jamais conduit en Ferrari, mais à l'époque de mon ancienne vie, j'avais une Maserati. Mais bon, j'aimais bien rouler vite, mais à l'intérieur, j'étais quelqu'un qui avançait lentement. Même si j'avais beaucoup de projets, j'étais très énergétique, mais j'étais tout le temps épuisée. J'avais des problèmes de dos, j'avais des cernes sous les yeux, j'avais tous les virus qui passaient, c'était pour moi. Donc voilà, j'avais une immunité dans les chaussettes. Et je ne savais pas, pour moi c'était normal, et le médecin que j'allais voir de temps en temps, parce que j'avais un nerf sciatique qui s'enflammait, j'avais 25 ans, et il me disait, mais c'est normal, vous commencez à vieillir, on ne peut pas avoir été 25 ans, c'est quand même tôt pour commencer à vieillir quand même. Donc tout ça, ça me paraissait un peu bizarre. Et donc, voilà, donc j'ai entraîné finalement les maris de mes amis, de mes clientes qui devenaient des amis avec moi, et puis on m'a dit, ben voilà, c'est un peu... Ton projet est un peu inaccessible financièrement, donc il faudrait que tu fasses autre chose. Donc, j'ai commencé à écrire un livre, puis un deuxième, puis un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième, pour pouvoir décliner. En fait, le fait de partager cette idée d'une cuisine vivante, c'était tellement important pour moi aussi. Ayant travaillé 30 ans dans le sujet, pour le moment, aujourd'hui, il est temps que je partage les informations. Et donc, pour revenir au concept de l'alimentation vivante, donc c'est important de se nourrir avec des aliments qui soient vraiment riches en vitalité et qui soient riches en énergie. Ce n'est pas les calories qui comptent, c'est leur vitalité. Et donc, la vitalité, c'est la fraîcheur, c'est le fait qu'ils ont poussé dans des terres qui sont
qui sont riches en vitalité, donc c'est normal, hein, c'est le principe de vase communicant. Et Mm. qu'on consomme les produits très tôt après leur cueillette, qu'on les traite, qu'on les prépare sans les allumer, parce que la cuisson est importante. On va viser des cuissons assez rapides, soit à basse température, soit de vapeur, soit au wok. Mm. Et puis on va éliminer les aliments qui sont éliminés, considérés comme vraiment les sorties de route qui font partie aussi de l'équilibre. Mais tout ce qui nous encombre et nous empeste l'énergie, à savoir par exemple les Ouais. céréales, hein, je crois que c'est très important. Mais non, les Ouais. céréales. Depuis qu'on a commencé à en manger il y a 10 000 ans, en fait, c'était un tube d'énergie. Et Mm. donc, les céréales étaient avisées, et puis aussi les graisses dénaturées qui sont toxiques. Ouais. Martine, Oui, je crois que peut-être que là, on va garder ça pour après, si tu veux bien. Comme peut-être, ça, oui, oui. je peux Tu me donner un diriges, peu. hein. Tu me diriges. Mais Comment ça j'adore ta s'appelle? passion. Ta passion est vraiment géniale. Mais là, je pense qu'on va pouvoir passer à présenter aussi les autres personnes. Et voilà, donc c'était vraiment l'objectif. C'était comment ça t'était venu cette idée de créer cette entreprise et ce concept et tout ce que tu as Ouais. fait. Donc là, je propose qu'on le laisse pour un peu plus tard. C'est ok, hein, j'imagine. Bien. Tout à l'heure, Martine, tu disais que dans l'alimentation, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour la santé. Et j'ai vraiment envie d'enchaîner avec Gaëlle, parce que toi, Gaëlle, tu t'es vraiment rendu compte que ce qu'on donnait aux femmes depuis des dizaines d'années, c'était franchement pas bon pour leur santé et encore moins pour leur corps. Et donc, bah, comment toi, tu en es venu, raconte un petit peu comment était venue cette idée d'un projet qui est là et pour le coup innovant parce que tu es la première à faire ça et vivant parce qu'il est au service du corps de la femme. Oui, bonjour à tout le monde. Euh, alors, pour commencer, moi j'étais orthophoniste en neurologie, en cancérologie, donc très très loin de l'entrepreneuriat, très très loin de ma vie actuelle. Mais en 2017, j'ai lu les études de l'ANSES sur la composition de nos tampons et nos serviettes. Et là, ça m'a mis dans une colère folle, en fait. La marque que j'avais depuis ado, qui coûtait plutôt cher, qui était plutôt dans les bonnes marques, je me suis rendu compte que c'était plein de plastique, de phtalates, de perturbateurs endocriniens. Dans certains tampons, ils ont retrouvé des pesticides interdits depuis l'an 2000 en Europe, du lindane et du quintozène, du glyphosate partout où il y avait du coton. Et puis, une serviette était composée 90% de pétrochimie, de plastique. Donc, tout ça, en fait, d'un seul coup, j'ai eu une grosse prise de conscience. J'étais très, très engagée au niveau du féminisme, au niveau de l'environnement, au niveau aussi beaucoup aider les personnes en situation de précarité. Et j'ai mis tous mes combats, en fait, dans une entreprise parce que je m'étais rendu compte que malgré cette étude de l'ANSES, il y avait des recommandations, mais alors personne ne faisait rien. Les pouvoirs publics ne bougeaient pas. Ça a fait un petit scandale quelques mois, puis après, on n'en a plus entendu parler et rien n'a changé. Donc, je me suis dit que finalement, l'entreprise était peut-être la solution pour changer les choses. Et donc, en 4 mois, en fait, j'ai quitté mon métier et j'ai arrêté mon cabinet d'orthophoniste. Après avoir trouvé donc, le fournisseur, je voulais les meilleurs produits au monde et j'ai la chance donc, d'avoir un contrat d'exclusivité avec Natraker, le leader mondial du bio, qui aussi est éco-responsable et puis surtout éthique, qui favorise plutôt des agricultrices pour les rendre indépendantes financièrement. Enfin, toute une éthique qui est extraordinaire. Et puis une asso pour être mécène parce que j'étais persuadée que le monde du business, alors que je connaissais absolument pas, on pouvait la performance économique et la générosité. Donc, je me suis dit, allez, on va essayer ce modèle-là. Donc, au début, je me suis lancée, reçoivent tous les mois dans leur boîte aux lettres des tampons et des serviettes bio, puisque c'est pas très accessible. Il faut aller en Biocoop, et puis, j'en donnais autant que j'en vendais. Alors, autant vous dire qu'en tant que femme, pas issue du business, qui monte une entreprise et en plus qui parle des règles, j'ai eu un petit peu de mal à convaincre au début que mon projet était viable et qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et dès le début, je voulais aller vraiment plus loin. Ah ouais. Alors, on dit que les Bretons sont têtus. Je crois que j'en suis un bel exemple. Mon idée était évidemment d'arriver à une mise à disposition gratuite. La réflexion est allée plus loin très, très rapidement en me disant, mais
On n'a pas choisi en fait d'avoir un utérus qui saigne tous les ans. Ils nous vendent, c'est un achat contraint des produits qui sont potentiellement toxiques pour notre santé et puis assurément polluants. Je disais 90% de plastique, une serviette classique. Si on les met les unes sur les autres, c'est 45 milliards de serviettes dans le monde tous les ans. Si on les met les unes sur les autres, ça fait le tour de la Terre à la Lune tous les ans. C'est hallucinant. En fait, l'enjeu environnemental des règles est encore plus tabou que les règles elles-mêmes. Donc voilà, il fallait absolument que le bio soit plus accessible et pour toutes. Donc j'ai inventé et breveté un distributeur, effectivement. Le brevet, ce sont des recharges qui se glissent dans le distributeur. Je voulais qu'il n'y ait aucun frein à l'utilisation de ce nouveau concept. C'est le premier au monde, en fait, qui fonctionne comme ça. Je l'ai inventé et breveté en l'été 2019. Dès septembre, j'avais un contrat avec une grosse fac à Rennes et toutes les CTU du Crous de Bretagne. Du coup, voilà. Après, c'est parti. C'est-à-dire que là, actuellement, maintenant, j'ai créé 10 emplois. Tout est conditionné aussi. J'ai rejoint mon ancien métier. Tout est conditionné par un ESAT de l'Association des paralysés de France, donc, qui mettent les produits menstruels dans les recharges et qui expédient à nos clients. Et là, maintenant, ils sont plus d'une vingtaine. J'ai créé aussi une vingtaine d'emplois à l'ESAT. Tout ça en un an à peu près, en année Covid, donc c'était pas mal. Et puis, on a 1500 distributeurs. On est dans près de 500 établissements en France et à l'étranger aussi. Et on touche un peu plus de 450 000 jeunes filles, femmes ou personnes menstruées en France. Et on commence à être à l'étranger aussi. Sur 15 millions de personnes menstruées actuellement, on commence à peser un petit peu. Donc, c'est génial. Et je ne lâcherai pas l'affaire jusqu'à ce que le gouvernement décide, comme en Écosse, que ce soit gratuit pour toutes, puisqu'en Écosse, actuellement, depuis le 1er janvier, vous avez vos tampons et vos serviettes gratuitement, ou une cup, ou du lavable, ou d'autres solutions, mais tout est pris en charge par l'État. Donc, voilà mon but, et surtout, c'est de faire en sorte que ces produits sains soient le plus accessibles pour toutes. Ce qui est beau, c'est que c'est une alternative qui vient du cœur. Et alors oui, effectivement, ces produits qui sont chers en général, maintenant tu peux les mettre à disposition et c'est chouette d'avoir trouvé cette alternative qui ne fait pas forcément à tout le monde, mais qui est au service des femmes, en tout cas des personnes menstruées. Et ça leur rend. J'ai vu, tu envoies des petites pochettes bleues dans les boîtes aux lettres. Alors ça, je le fais plus. Maintenant, on fait vraiment plus. On fait vraiment plus. Ouais, on fait vraiment okay. plus que les distributeurs maintenant, puisque c'est vraiment, je prône la gratuité et c'est génial. Ça veut dire que là, ce sont des régions entières pour les lycées, des départements entiers pour tous leurs collèges qui décident, OK, comme il y a du papier toilette, il n'y a pas de raison en fait qu'il n'y ait pas de tampon ou de serviette, parce que précaire ou pas, je suppose, mesdames, que ça vous est tout arrivé un jour ou l'autre de devoir mettre du papier toilette parce qu'on n'avait rien, que nos règles sont arrivées pas au bon moment. Et ça, je pense que voilà, au XXIe siècle, c'est plus possible. Ça veut dire que la société n'est pas faite quand même pour 5 à 6 jours par mois pour toutes les femmes. Et que, évidemment, j'en parlais l'autre jour avec Martin Vinclair, qui est un médecin qui lutte quand même pas mal contre les violences obstétricales. Et il me disait, mais tu as raison, en fait, là, il y a un énorme stade de foot qui est en train de se construire à côté de moi. Mes impôts vont servir à ça, alors que j'y mettrai jamais les pieds. Donc, c'est un petit peu ça le principe aussi de la répartition dans la société. Mais là, ça toucherait quand même 15 millions de Françaises. Donc, ce serait assez intéressant, je pense, d'arriver à la gratuité. Okay. Je dirais que j'aurais bien envie d'enchaîner sur ce que tu viens de nous partager. Toute cette population qui est concernée par quelque chose de vivant, de normal, de naturel. Et j'enchaînerai avec Patrice qui, toi, Gaëlle, quelque part, tu contribues à aussi une forme d'éducation. Et Patrice, c'est vraiment le fer de lance de ton concept, c'est éduquer les personnes, les familles, les enfants, les adolescents, les adultes aux gestes qui sauvent. C'est bien cela ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors bonjour à toutes et merci de me recevoir.
Donc moi, je vous rejoins aujourd'hui pour vous présenter mon projet Innovivant, protéger, alerter, secourir. Le nom d'un projet, d'un congrès qui me parle vraiment, parce que dans Innovivant, innovation, et il y a le mot vivant aussi, donc tout y est. Je viens de réaliser, ça c'est rigolo, je vais vous partager ce sentiment. J'ai été invité aujourd'hui dans un festival, et c'est le premier festival depuis 1 an et demi dans la ville où je suis né. Et je suis dans un parc en extérieur, à l'endroit même où j'ai fait mes premiers pas il y a 41 ans. Donc, et, et je viens de le réaliser. Et là, il est bien l'histoire justement de pas, quand on développe un projet, et d'avancer pas à pas, step by step. Donc pour moi, là, c'est vraiment fort de sens. D'autant plus que mon projet, donc c'est le projet protéger, alerter, secourir. Et si on prend ces 3 initiales, on retrouve le mot pas. Voilà. Donc moi, j'ai 42 ans, je suis pompier professionnel en Haute-Savoie. J'ai 2 enfants qui ont 11 et 12 ans, que j'élève avec Marion, donc, qui est ici à l'air de la montagne. Ce qui est important de préciser dans mon profil, qui est assez atypique, c'est que pour être pompier, on passe par un concours, et je n'ai pas du coup été très loin dans le cursus scolaire. Évidemment, j'ai appris plein de choses à l'école, mais ce qui me sert aujourd'hui dans le développement du projet que je viens vous présenter, c'est vraiment tout ce qui s'est passé ensuite, fort des rencontres que j'ai eues avec des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont appris des choses et qui m'ont fait prendre conscience que j'avais peut-être, en tout cas, des compétences à développer dans ce qui était de la communication et de la pédagogie. Donc, avant d'être pompier, j'ai travaillé 10 ans dans la formation en entreprise, mais toujours dans cette direction de la sécurité dans l'entreprise. Voilà. Quand je suis passé pompier professionnel, il y a maintenant environ 15 ans, j'ai été rapidement intégré dans le service formation du SDIS, hein, c'est l'antenne départementale du département, pour faire de la formation de pompiers, puis faire de la formation évidemment de grand public. Donc aujourd'hui, mon pain quotidien, ça reste quand même de faire des interventions et d'aller à la rencontre des gens qui appellent au secours. Et de constater, évidemment, que bon nombre de Français, de concitoyens, de concitoyennes, ne sont pas suffisamment formés et éduqués à ces gestes qui sauvent. Ça, c'est une évidence. En revanche, la conviction que je me suis formé sur cette expérience de pompier professionnel et volontaire, 25 ans au total, c'est que les vrais héros, ce sont souvent, et c'est même, moi je dis souvent parce que ce sont les gens qui interviennent avant notre arrivée. J'ai un peu de mal avec cette image qui nous est tout le temps donnée. Ça fait plaisir, bien sûr, c'est très flatteur, les pompiers, les héros, les rêves de petits garçons, etc. On joue beaucoup là-dessus. Sauf que moi, j'ai vraiment conscience que quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque dans la rue, si personne ne fait rien avant que j'arrive avec mon petit camion qui fait pimpon et qui fait peut-être rêver les petits garçons et les petites filles, si personne ne réagit et n'agit, ce ne sera pas la cour des miracles. Et donc, il faut absolument qu'il y ait ce premier maillon de la chaîne, le témoin. D'où mon investissement dans la formation pour former du grand public aux gestes qui sauvent. Et il y a quelques années en arrière, au terme d'une formation, j'ai eu comme pas une révélation, mais comme à chaque fois à la fin des formations, les gens me demandent, à moi comme aux autres formateurs, en me disant on a passé une super journée, on a appris plein de choses, mais maintenant comment on fait pour réviser, pour rester un petit peu à jour de tout ça, quoi. Et là, j'ai pris conscience que la réponse que je leur donnais, que mes collègues leur donnaient depuis tout ce temps, n'allait pas. C'est-à-dire, soit on leur donnait l'alternative entre un petit carnet qu'on remet en fin de formation. Alors peut-être que vous-même, vous avez vécu ces moments-là. J'espère que vous êtes toutes formées à ces fameux gestes et qu'on vous a toutes remis ce petit carnet en fin de formation. Ce petit carnet, on imagine bien la route, le cheminement qu'il va faire, et on ne le réouvre pas forcément. Et la deuxième alternative, c'était rendez-vous sur Internet et puis vous trouverez des quiz. Et ça d'un coup, alors que je l'ai dit plein de fois, ça n'a pas sonné à mon oreille. Je dis, mais on vient de faire de l'UMA pendant 7 heures. Et là, je suis en train de les renvoyer face à un ordinateur. Donc, ça n'allait pas. Et j'ai décidé, à partir de ce jour-là, c'était il y a 5-6 ans en arrière, d'essayer de trouver quelque chose que je pourrais proposer à la fin de mes formations pour que les gens puissent réviser. J'ai ouvert un petit cahier, j'ai commencé à noter mes idées. Assez rapidement, je me suis porté à l'évidence qu'il fallait que je crée un jeu. Parce que ça, le jeu, les apprentissages, on passe énormément par le jeu, ça concerne tout le monde. Et je me suis dit, je vais créer un jeu de société qui reprend les gestes qui sauvent que je mets dans ma formation, anciennement à FPS et maintenant PSC1, prévention secours civique de niveau 1. Voilà. Donc, je suis parti vraiment comme
comme un débutant, Google, que faut-il pour faire un bon jeu et l'intention première n'a jamais été de le sortir à grande échelle. Je le voyais vraiment pour moi, dans mes formations. Voilà, je ne me suis pas jamais posé la question de la commercialisation un jour, quoi. Et puis en fait, ce projet, parce qu'il est passé projet de jeu, mais je me suis dit, il va falloir voir un peu plus grand. C'est un peu plus grand dans le sens où moi, ce qui m'intéressait, c'était d'apporter un outil qui puisse intervenir sur les 3 temps de l'apprentissage, avant, pendant et après la formation au geste qui sauve. Donc, le jeu de société, il fallait déjà le créer à ce moment-là. Il était, OK, je vais faire un jeu, mais un jeu de société, si j'arrive à mon but, il va intervenir avant la formation, puisque on va pouvoir, moi je le fais grand public ce jeu, on pourra jouer après la formation. Donc après la formation, je m'amuse et en même temps, je vais réviser. Mais pendant la formation, on ne vient pas en formation pour jouer. Donc tout de suite, j'ai identifié qu'il me faudrait faire un jeu de société, puis une deuxième version au format éducatif, mais à remettre entre les mains du formateur, au format outil pédagogique. Voilà. Donc, step by step, j'ai commencé par le jeu de société, j'ai commencé à mettre mes idées et à penser un jeu que je ne voulais absolument pas comme un quiz, parce que même si on rigole, on peut passer du bon temps avec un quiz. Je ne suis pas convaincu qu'un jeu sous forme de quiz, on apprend. Si je joue avec mon fils ou n'importe quel autre enfant à un jeu secouriste sous forme de questions, je vais faire semblant de ne pas savoir ou alors pour le faire gagner, ou je vais gagner tout le temps, quoi. Donc, ce n'est pas drôle. Donc, j'ai voulu un jeu de stratégie. En quelques mots, comment je m'y suis pris, c'est que le secourisme, c'est des séquences, plaies, brûlures, traumatisme, etc. Donc, assez rapidement, j'ai pensé à un jeu de famille, de jeu de cartes. Donc, j'ai fait des familles dans chaque situation qui comprennent 8 cartes et qui racontent l'histoire d'un personnage, la victime. À ces cartes-là, je les ai numérotées. Et ensuite, j'ai décrit la conduite à tenir, l'ordre des choses à faire pour prendre en charge quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui tombe, etc. Et puis voilà, je me suis amusé et surtout, je l'ai fait à mon rythme. J'avais une petite boîte, noté mes idées, etc. Et bien évidemment, les semaines passant, le prototype a commencé de plus en plus à ressembler à un vrai prototype et j'ai eu envie de l'essayer. Alors d'abord, au niveau de la famille, avec mes enfants, ma femme, ma première confidente, et heureusement qu'il y a un vrai soutien, un vrai pilier dans ce projet, parce que quand on se lance dans ce genre de projet, l'environnement social et familial, il est hyper important, dans ce sens que c'est une décision au départ qui n'est que de mon fait et qui au final embringue tout le monde. Ça prend énormément de temps, enfin, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Et donc, j'ai développé ce jeu-là et puis petit à petit, j'ai commencé à présenter mon jeu à mes collègues formateurs. Et eux m'ont vraiment dit, écoute Patrice, tu as fait un truc vraiment, il faut que tu y ailles, il faut que tu te lances, il faut que tu le produises. Et j'ai mis le doigt dans l'engrenage et c'est comme, ou alors une autre image que j'aime bien, c'est cette petite boule de neige qui part du sommet de la montagne. Et là, j'ai commencé à dévaler. Et puis cette petite boule de neige, elle grossit, elle grossit. Et si bien qu'à un moment donné, ça se transforme même en avalanche. Et en avalanche, on sait bien que, et c'est un peu quand un projet réussit, et c'est tant mieux, ce sentiment, c'est que c'est une avalanche, on ne peut pas l'arrêter. On peut la diriger éventuellement, mais on ne peut pas l'arrêter. Et aujourd'hui, c'est un peu le sentiment que j'ai. Donc, je suis allé voir un éditeur, et là, on se trouve en 2017. Et là, j'ai compris 2 choses au sortir de ce rendez-vous. C'est que bien sûr, j'allais y aller, parce qu'il voulait quasiment me faire signer tout de suite. Et deuxièmement, que j'allais le faire seul, sans passer par l'édition, pour les 2 raisons suivantes, qui sont qu'un éditeur peut changer tellement de choses derrière que j'allais me retrouver, je prenais le risque de me retrouver avec des coquilles dans le message que je voulais faire passer et partager, celui des gestes qui se sauvent, et qu'ensuite, c'était mon nom sur la boîte et que j'avais plus grand-chose à dire. Donc j'ai voulu garder les rênes, et je me suis à ce moment-là glissé en 2017 petit à petit dans ce fauteuil du chef d'entreprise. Donc, il faut bien comprendre que moi, je suis fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est donc la fonction publique. Je suis l'agent territorial, fonction publique territoriale, embauché à 100%. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est aussi deux systèmes qui se rencontrent. Hein. Ça, c'est pas évident. Ça va dans mon parcours aussi poser pas des questions, mais en tout cas, je vais devoir répondre à certaines des questions. Bref, notamment sur le juridique, les statuts, etc. J'ai donc premièrement commencé à regarder si je ne trouvais pas quelqu'un qui pouvait dessiner et puis mettre en couleur mon projet. Assez rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je trouve un professionnel, une professionnelle.
j'ai promis à ma femme que ce projet ne nous coûterait pas plus de 15 000 euros d'investissement, qui était déjà une belle somme. Et j'ai fait confiance à une graphiste qui est à l'autre bout de la France. Moi, j'habite en Haute-Savoie, elle est à Angers. C'est Élodie Zampronio, à qui j'ai fait confiance, à qui j'ai remis tout mon travail et qui donc a commencé à dessiner au 1er janvier 2018. Avril 2018, Élodie commence à avoir terminé tout ce travail qui est très conséquent, puisque il y a les cartes, il y a les plateaux, il y a une règle du jeu, il y a une boîte à designer. Donc, c'est des heures de Skype, évidemment, tout ça. Et c'est elle qui me dit, écoute, est-ce que tu as déjà entendu parler de crowdfunding, de financement participatif? À ce moment-là, ma réponse était non. Je commence à me renseigner et un petit peu comme toutes les étapes que j'ai eues dans mon projet, je suis parti un petit peu de zéro, c'est-à-dire que, ok, pas de problème, je me renseigne et puis on y va. Donc, le projet participatif, le financement participatif a été une belle réussite puisqu'il m'a permis de rassembler 27 000 euros en juin, et sur 47 jours en juin 2018. Je ne dirai jamais merci aux 330 contributeurs qui m'ont permis d'avoir cette mise de départ pour sortir ma première édition du jeu, et qui verra le jour donc à la rentrée 2018. À ce moment-là, et ça c'est important dans la façon que j'ai eue d'aborder et de lancer ce projet, c'est que quand au 1er janvier 2018, j'ai décidé de me lancer et de faire confiance à une graphiste, à ce moment-là, j'ai ouvert une page sur les réseaux sociaux du nom du projet Protéger, Alerter, Secourir, donc avec en amont ce travail de l'INPI, protéger la marque, etc., d'ouvrir un site internet. Et cette page sur les réseaux sociaux Protéger, Alerter, Secourir, elle m'a servi d'abord à commencer à raconter mon histoire. Donc, à partir du 1er janvier, de dire coucou, Patrice, je suis pompier et j'ai un projet que je vais vous raconter ici. Et à raison de 2 posts par semaine, j'ai dilué de l'information pour susciter de l'intérêt, commencer à créer une communauté, évidemment, et préparer. C'est un peu comme une grossesse, tout ça, hein, c'est-à-dire que c'est un projet qui grandit, qui grossit. Et il y a aussi ce travail invisible qui se fait malgré tout et qui doit se faire pour un accouchement en octobre 2018 quand Secouriste est arrivé. Ce temps-là, il a été important et essentiel parce qu'au départ, c'est des amis. Il y a un premier cercle, c'est le cercle social des gens qui nous entourent. Et puis la page, elle commence à susciter de l'intérêt, et donc la page Facebook. Et donc là, c'est des médias locaux. Et puis après, c'est un peu aussi, c'est un système où on commence à comprendre qu'on tombe dans un milieu où c'est un peu comme dans l'océan quand les requins commencent à tourner, parce qu'il n'y a pas que des dauphins. Et puis il y a les gens dont c'est le travail. Aujourd'hui, je comprends bien que c'est bien mieux que c'est des gens dont c'est le travail qui vous repèrent et qui commencent à essayer de vous attirer, de mettre la main sur le projet, et qui ne comprenaient pas d'ailleurs pourquoi je ne voulais pas passer par l'éditeur. Enfin bref. Et des commerciaux pour m'inviter sur différents salons déjà, alors que le jeu n'était pas sorti. À tous ces gens-là, dans un premier temps, j'ai joué la sécurité et j'ai dit non, je ne suis pas prêt. J'avais déjà aussi très peur parce que, évidemment, la peur, ça fait partie on va dire, du package. Et dites-vous que quand on fait faire, enfin, en tout cas, quand je commande mes premiers jeux, mes 3000 premiers jeux, le jour de la réception, c'est un poids lourd, c'est des palettes, c'est mon garage. C'est impressionnant. Est-ce que les jeux vont arriver? Dans quel état? Et puis maintenant, je fais quoi? Et puis il va falloir les vendre, etc., etc. Et puis ça s'est très bien passé. Fin 2018, j'ai commencé, j'avais mis en place un système de vente sur le site, donc www.proteger-alerter-secourir.fr, qui est donc mon site. Là, j'ai vu que les jeux commençaient à se vendre, même bien, qu'ils plaisaient, les retours étaient bons. Et j'ai donc décidé de reprendre contact avec une des personnes qui avait essayé en tout cas qui m'avait interpellé avant les fêtes, pour participer à un concours, et j'avais choisi de participer au concours Lépine, donc de Paris. J'ai donc j'ai donc proposé mon dossier, il a été accepté, et j'ai participé donc au concours Lépine de Paris de 2019 à Paris. Concours Lépine égale innovation. Donc, vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, quand vous m'invitez à cette table ronde sur un projet innovant, pour moi, c'est deux sens. Le projet, je suis toujours dans mon projet. Innovation, je suis effectivement dans ce concept de l'innovation. Et puis, donc, le concours Lépine vient, enfin, on va dire,
mettre en lumière ce projet, puisqu'à la fin de ces 12 jours, encore une expérience énorme, donc j'ai été récompensé de la médaille d'or et de la médaille du ministère de l'Intérieur. Et là, c'est encore, il y a l'après-concours Lépine, il y a cette mise en lumière et c'est la grande distribution, etc. etc. Voilà un petit peu. Aujourd'hui, donc ce projet, il m'a fallu 3 ans pour, on va dire, réaliser cette première marche, mettre le pied et réaliser cette première marche, donc de la conception d'un jeu de société. J'en suis à la 3e édition qui représente environ 10 000 jeux vendus. Et je passe à la seconde marche, donc cette concrétisation va se passer, va se réaliser cet été, puisque je produis un nouveau format de mon jeu, cette fois 100% dédié aux formateurs, aux enseignants et aux animateurs pour les accompagner dans le développement de ces séquences. À l'école, c'est apprendre à porter secours. Tous les enfants de primaire doivent recevoir cet enseignement et donc, il va y avoir ce nouveau format pour aider l'enseignant à développer ces séquences autour des gestes qui sauvent. Voilà. Un petit peu où j'en suis. Belle présentation. On Super. voit aussi que le parcours entrepreneurial, qui va de l'idée jusqu'à comme tu dis, la gestation, prend un certain temps. Et puis ensuite, il y a la concrétisation. Et il y avait un mot qui me venait, qui ne me vient plus. Enfin, en tout cas, bref. Moi, le mot qui me vient, c'est la maturation. C'est vraiment un Maturation. processus de maturation et de prise de confiance en soi aussi. Autant pour Martine que pour Gaëlle, que pour toi. Je reconnais un processus qui se retrouve chez chacun d'entre vous. Non, je suis intéressée de voir comment Cécile a abordé, parce que peut-être qu'il y a d'autres manières d'entrer dans le monde de l'entreprise. À toi de jouer, Cécile. Le On micro. t'entend pas. Hop, C'est micro. bon. OK. Donc, Alors, sachant qu'il y a, juste te dire, Cécile, parce que Ouais. on laisse les 3 derniers quarts d'heure pour des questions-réponses. Donc, voilà, je dis pas que on va pas te brader, mais voilà, juste. Non. Il paraît que j'ai l'art d'aller à l'essentiel, alors on va voir si ça marche. Magnifique. Merci, Cécile. Effectivement, rebondissons sur l'art d'aller à l'essentiel, c'est que j'arrive à la construction de ce projet autour des chevaux qui quand même m'habite depuis une dizaine d'années maintenant. Et en vous écoutant, Martine, Patrice et Gaëlle, c'est vrai que je me disais dans ma tête, finalement, ça confirme que là où j'en suis aujourd'hui est arrivé avec moi sur cette planète quand je suis née, parce que très souvent, je me suis dit que tout ce que j'avais appris dans la vie, et je me disais ça aussi, allait me mener quelque part. Je ne savais pas vraiment où, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai fait un pas concret, je me suis dit, ah oui, ça, je me le suis souhaité. Et c'est pour ça que j'aime bien la notion de l'inno vivant. Moi, je pense que toute la construction de ce projet et de ceux que j'ai eus avant ont été guidés beaucoup par l'intuition et l'appel. Et souvent, on me demande, mais comment tu es cavalière, comment ça se fait que tu es avec les chevaux? En fait, je leur réponds en souriant parce que ça fait un peu sourire. C'est réellement qu'un jour, les chevaux sont venus me chercher en me disant, écoute, toi, c'est par là que ça se passe. Et ils sont venus me chercher relativement jeune, parce que oui, j'ai fait de l'équitation quand j'étais ado, mais je n'avais pas cette frénésie du cheval qu'ont souvent les jeunes cavalières ou les jeunes cavaliers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais un espèce de lien assez subtil avec eux qui me faisait beaucoup pleurer quand je devais terminer mes stages. Et j'ai toujours eu les chevaux dans mon cœur, dans ma tête, mais plus tellement dans ma vie pendant de très nombreuses années, voire plus de 20 ans en fait. Mais j'avais toujours mon sac d'équitation dans ma voiture, tant et si bien que ma maman me disait toujours, mais qu'est-ce que tu fais avec ce sac-là dans ta toute petite Lancia où il n'y a pas beaucoup de place? Et je lui disais, écoute maman, si un cheval passe par là, il faut que je puisse sauter sur son dos tout de suite. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Un jour, en discutant avec une de mes amies avec qui j'ai fait ma formation de coach en 2008, alors que j'étais dans le monde de l'entreprise, j'avais une agence de communication. Bon, voilà, j'étais moi aussi dans un business que je voulais très, très humain. Ça, en tout cas, c'est aussi un fil conducteur de tout ce que j'ai fait.
puisque je m'adressais à l'époque à des créateurs d'entreprises qui n'avaient pas comment dire, le succès auprès de beaucoup maintenant, puisqu'ils n'avaient pas d'argent. Et en fait, moi, mon leitmotiv, c'était de mettre à disposition de l'expertise à des gens que j'avais envie d'aider dans leur innovation. Et je disais, les grands groupes, ils n'ont pas besoin de com, tout le monde les connaît. En revanche, moi, j'ai envie de mettre mon expertise au service de ceux qui ont besoin de se faire connaître et de mettre des mots sur ce qu'ils ont envie de devenir. Donc ça, c'était mon fil conducteur en tant que conseiller en communication d'entreprise. Et aujourd'hui, donc, les chevaux ont pris ce rôle-là pour aller plus dans la construction de sa vie. Donc, je discute avec cet ami coach et qui me dit, mais finalement, Cécile, quelle est donc ta ressource? Et là, venu de nulle part, sort le mot cheval. Mais vraiment venu de nulle part, c'est-à-dire que j'allais pas tous les jours voir mon cheval, je n'en avais pas, je ne montais plus à cheval, enfin bref. Et elle me dit, oh tu sais, tu devrais regarder en Belgique ou dans ces pays-là, ils sont déjà bien avancés sur le sujet. Et j'ai donc tapé sur Google, merci Google, en rentrant le mot de Equicoaching, et paf, est apparu sur mon écran la méthode que je pratique aujourd'hui. Et je me suis dit, bah oui, voilà, c'était ce que j'attendais. Donc là, je suis rentrée dans un processus d'exploration de cette pratique sur moi dans différents pays. Et puis, je suis partie aux États-Unis me former. Et depuis 2013, en fait, je modélise de façon extrêmement empirique. Ça, j'y tiens aussi beaucoup, c'est-à-dire que tout se base sur l'observation de ce que les chevaux me donnent à voir dans mon quotidien avec eux, parce que maintenant, je vis avec eux. J'en ai 4 qui m'occupent beaucoup. Et aussi de tous ces processus qui se mettent en place pour toutes ces personnes qui viennent à notre contact. Et l'empirisme comme l'appel du cœur, c'est pour moi une façon d'aller vraiment vers ce que chacun appelle. Et c'est beaucoup ce pourquoi je milite avec toutes ces personnes qui viennent. C'est-à-dire, bah, OK, aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. On ne va pas passer du temps à réécrire ou à repenser à tout ce qui s'est passé. En revanche, aujourd'hui, vous avez construit quelque chose. Donc, quelle est la nouvelle pierre que nous allons mettre sur tout ça? Et c'est en ça que et le vivant, et l'innovation, et l'intuition sont extrêmement importantes, parce que ça va être l'élan et le propulseur de tout ce qui va être construit, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau d'études, on en parlait tout à l'heure, quel que soit notre passé et aussi nos envies, quoi. Et les chevaux sont pour moi le tremplin vers tout ça, tout simplement parce qu'ils ont l'art et la manière et la douceur et la fermeté de nous amener dans cet appel du cœur et à la rencontre de tout ce qui peut mettre des gros cailloux sur notre chemin dans la réalisation de soi. Et eux vont nous aider, mais vraiment vont nous aider avec une patience extraordinaire à déblayer le chemin et à déconditionner et à reconstruire les choses dans la cohérence personnelle. Et qu'il s'agisse de l'individu, de l'individuel, de qui je suis de moi à moi, qui je suis de moi aux autres et des autres à moi, hein, dans le personnel et le relationnel, et aussi dans notre vie professionnelle, qui est pour moi le terrain le plus extraordinaire d'exploration personnelle. La plupart des gens que j'accompagne, je les accompagne sur des problématiques professionnelles qui vont les toucher au cœur d'elles-mêmes, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet atelier que j'ai créé qui s'appelle La vie professionnelle comme terrain d'épanouissement personnel, qui est un révélateur extraordinaire de qui je suis et comment je peux me transformer. Voilà un peu l'histoire, le début. Merci beaucoup Cécile. J'aime beaucoup quand tu parles d'empirisme et des appels du cœur, et c'est aussi un peu ce que je sens avec vous trois, Martine, Gaëlle et puis Patrice. Il y a eu des prises de conscience et un déploiement de vous-même au service de l'autre, de votre clientèle, de la femme, des personnes qui vont déguster, des personnes qui ont besoin de connaître les gestes qui sauvent. J'ai envie de vous poser comme question, on pourrait reprendre avec Martine, quelles sont les trois qualités essentielles
que tu as développées, Martine, avec tout le parcours que tu nous as décrit tout à l'heure, quelles sont les 3 qualités essentielles que tu as développées et qui t'ont permis de garder ton entreprise en santé, toi, qui t'a permis de rester en santé, et qu'est-ce qui a émergé aussi pour toi? Est-ce que ma question est claire, hein? Oui, non, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'au niveau de mon entreprise, j'ai une entreprise qui a une vie extrêmement euh, qui est très surprenante dans la mesure où je suis partie dans différentes directions en fonction de l'actualité et qu'il faut donc s'adapter parfaitement, avoir les yeux grands ouverts, être curieux et être déterminé, mais aussi être courageux, c'est-à-dire se dire voilà, je vais faire du hors-piste. Je vais faire du hors-piste parce que c'est là qu'on va innover et c'est là finalement que la vie vous attend. Donc moi j'étais partie sur des cures détox, j'avais fait aussi énormément de cours de cuisine, de coaching en présentiel, etc. Et puis il y a eu le Covid et donc j'ai eu un problème avec toutes ces cures détox qui se développaient à l'étranger. Et donc, j'ai dû arrêter ça. Et donc, ça a été extrêmement problématique pour mon entreprise. J'avais à l'époque, c'était il y a 1 an, j'avais une personne en plus de moi sur mon payroll. Donc, nous étions vraiment, nous travaillions en binôme, mais on gérait parfaitement le tout, l'édition, les cours de cuisine, les cures détox, chaque fois en prenant des personnes en complémentation lors des événements. Et donc, lorsque ces cures détox qui représentaient, je dirais, 80% de notre chiffre d'affaires se sont arrêtées, s'est posé la question, on fait quoi? Est-ce que je dépose mon bilan? Est-ce que je fais quoi? Et donc, en fait, la vie m'a appris avec mon accident, avec le fait aussi que j'ai quitté ce mari très riche pour refaire ma vie à 47 ans, à partir de rien, en ayant fait un peu de l'univers des Souza sur la route avec mes 2 filles et un économe de patate comme outil de travail. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas l'événement qui compte, c'est ce que je vais en faire. Et donc, je me suis rendu compte, je me suis mise à l'écoute, parce que la mise à l'écoute des autres est essentielle dans sa vie, parce qu'au début, moi, j'étais une enfant gâtée de la vie qui tournait en rond entre sa Maserati et ce salon de mode et son dressing. Et puis j'étais tout à fait à côté, de mon itinéraire, à côté de la plaque, comme on dit. Et donc se mettre à l'écoute des autres, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que les gens se sont trouvés confinés chez eux, angoissés, affalés devant leur télévision, alimentant cette angoisse avec un narratif extrêmement effrayant et se nourrissant n'importe comment, parce que bon, l'alimentation est souvent une compensation, parce qu'il permet de passer d'un système sympathique à un système parasympathique qui calme les gens. Donc quand on mange, on se calme. C'est un mauvais scénario, mais bon, dans l'instant, c'est un scénario qui vous aide, qui peut vous aider. Et j'étais aussi là-dedans avant, en prenant mon alcool, en fumant des cigarettes, en buvant du café, c'était la même chose. Donc me mettre à l'écoute des autres. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ils sont chez eux, ils sont coincés chez eux, ils ont peur, ils prennent du poids, ils se rendent compte qu'ils se nourrissent mal, on va faire quoi? Et puis j'ai imaginé créer en fait des cures détox à domicile. Donc de créer en fait un concept de repas qui comprend en fait les repas du matin jusqu'au soir en mode végétarien et qui déclinait aussi mon concept gourmand, parce que en fait mon concept gourmand accompagne depuis tout le temps, c'est ça en fait qui a fait que j'ai innové, parce que quand on parle d'alimentation vivante, souvent c'est quand on parle de riz complet des légumes vapeur, on imagine un riz complet avec des betteraves vapeur dans une assiette et voilà, c'est absolument triste et désagréable et épouvantable et effrayant comme scénario. Et donc en fait, en mettant de la gourmandise dans mon assiette et en apprenant à mes followers de faire la même chose, que j'ai pu construire ma réputation. Et donc je me suis dit, mais je vais apporter en fait mon concept à domicile. Je vais faire livrer, en plus, trouver un mode de livraison intéressant, donc j'ai fait livrer en vélo sur Bruxelles.
Puis à l'extérieur de Bruxelles, évidemment, là, il fallait abandonner le vélo. Mais en tout cas, pour Bruxelles, tant qu'on était en hiver, c'était en vélo. Puis en été, bien sûr, il fallait passer à des vélos frigo, qui c'était un peu compliqué. Et puis alors finalement, j'ai dû prendre des camions frigo pour l'été. Et donc, en fait, on a poussé le projet. Alors, les contenants étaient des contenants qui étaient écolos. Enfin, c'était du plastique recyclé, c'était des boîtes en carton écolo, etc. Et, et donc, on a commencé il y a exactement 1 an. Et aujourd'hui, nous sommes 6 sur le payroll. Donc, le concept a explosé. On se limite en Belgique parce qu'on a énormément de demandes à l'étranger, en Suisse, en France, en Angleterre. Mais donc, ça reste extrêmement artisanal. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment la situation qui a créé l'opportunité. Et donc, je me suis adaptée à la situation, à un environnement qui se modifie. Et donc, voilà, c'est saisir l'opportunité, c'est donc avoir une réactivité, se mettre à l'écoute des autres. Et aussi, je pense, transpirer ce que l'on veut proposer. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas vous-même, ce témoignage, cette injonction que vous proposez aux autres, cette recommandation que vous pourriez faire aux autres, vous ne tenez pas la route. Je veux dire, il faut d'abord être congruent. On veut voir émerger dans le monde, donc c'est très important. Donc, si vous voulez être viral, il faut d'abord montrer que vous avez intégré ce concept. Et donc, voilà, donc ces boîtes détox cartonnent aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Et donc, c'est le fait vraiment de se mettre à l'écoute de ce qui se passe. Et puis après, sans doute que la situation va de nouveau rechanger. Gardez toujours cet esprit aventurier. Donc, il fait que là, maintenant, malgré la situation, je me dis, mais je ne vais pas arrêter de penser à faire des cures détox dans des endroits magiques. Donc, je suis partie en plein confinement à Zanzibar, sac à dos, trouver un endroit que j'ai trouvé. Et donc, je fais une cure détox à Zanzibar en février 2022. Et puis, bon, je me suis aussi organisée avec mes partenaires sur place que si jamais il y a un reconfinement ou une situation sanitaire je dirais politico-sanitaire plutôt, qui se complique, eh bien, voilà, j'ai prévu les moyens pour sortir du jeu sans perdre de plume. Et finalement, se dire aussi que la modestie fait partie de la réussite. Parce que en restant modeste, vous vous dissociez aussi de ce que vous entreprenez. Et ça veut dire aussi que vous êtes moins le nez sur le guidon, en vous disant ce qui va se passer va se passer. J'y mets tout mon cœur, j'y mets les moyens qu'il faut, avec ma créativité, avec aussi une prise de risque, parce que bon, une entreprise qui réussit contient certainement 30% de risque. C'est pas possible de fonctionner autrement. Et puis après ça, advienne que pourra. Et quand bon, j'ai vécu une expérience où j'ai frôlé la mort, et depuis lors, il n'y a rien de grave. Hakuna Matata, comme on dit là-bas, rien n'est grave. Rien n'est grave. Patrice, vous savez aussi, vous êtes pompier, rien n'est grave tant que la vie est là. Et voilà, donc après, c'est juste des mini-contrariétés, mais elles ne sont des contrariétés que si vous les considérez comme des contrariétés. C'est encore un petit quelque chose qui fait que je dois encore imaginer, aller plus loin, imaginer encore autre chose. Voilà. Donc voilà, je suis aujourd'hui en Grèce, et bien sûr que je vais aussi développer quelque chose en Grèce. Donc j'apprends le grec. D'accord. Waouh. Merci Martine. Voilà. Gaëlle, toi, oui, inspirant, moi j'ai retenu détermination, courage. Qu'est-ce que je fais de l'événement, de ce qui m'arrive, et puis être à l'écoute de l'autre et rester modeste. Gaëlle, donc comme qualité, toi, j'ai bien compris que c'était là une grosse détermination. Est-ce que tu pourrais citer aussi d'autres qualités que tu as développées grâce à ce magnifique projet que tu as réalisé? Je pense que c'est l'adaptabilité, et en plus on sait que c'est un petit peu l'avenir de la vie, en fait. Il faut savoir s'adapter, oui. Si on veut continuer. L'adaptabilité, puis vraiment j'ai pris confiance en moi aussi. Au début, c'était pas évident parce qu'on est effectivement assailli de plein de conseils. Moi, j'ai voulu garder en fait toutes mes valeurs en sachant qu'au bout du compte, ce serait vertueux.
Parce qu'évidemment, au début, on te dit, mais non, achète tes tampons et tes serviettes bio sur Alibaba, tu vas faire 10 fois plus de marge. Non, je veux du vrai bio. Et donc, c'était vraiment, voilà, essayer d'avoir confiance. Au début, on doute. Maintenant, très clairement, quand je me dis, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que s'il y a un doute, j'élimine ça et c'est que ce n'était pas la bonne voie. Donc, voilà, j'ai pris confiance en moi aussi et ça fonctionne plutôt pas mal maintenant. Super, c'était aussi très très intéressant que l'adaptabilité est vraiment une clé majeure des entrepreneurs. Et puis cette congruence aussi, cet alignement sur ses valeurs, c'est ça. Et ce que je voulais rajouter, c'est que quand même, j'ai énormément lu, évidemment, au début sur l'entrepreneuriat, puisque c'était vraiment à nouveau tellement loin de mon univers. J'ai découvert une chose qui m'a aussi vraiment rassurée. C'est une théorie qui avait été imaginée par un économiste dans les années 70. C'était que quand on a un projet innovant, il y a 1% des gens à qui on en parle qui disent « Ah ouais, j'ai compris » et qui nous soutiennent. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir en parler à beaucoup de monde pour trouver du soutien et qu'il ne faut pas baisser les bras si on raconte notre projet et puis qu'en face, ça fasse « Ah ouais » et ça ne va pas marcher ton truc. Et alors, il faut continuer. Et ça, c'est assez rassurant de se dire « Bon, toi, tu ne fais pas partie des 1% qui ont une vision novatrice des choses. Donc, tant pis, ce n'est pas grave, ton avis m'importe peu. » Et en tous les cas, je ne vais pas me blesser parce que tu n'as pas compris le côté hyper novateur de mon concept. Wow, merci. Et Patrice, alors, tu as été confrontée, toi, à beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas l'objectif de ton jeu Non, vous vous en doutez, non, parce que c'est une thématique qui rassemble évidemment. En revanche, sur la question des valeurs, moi, les trois que du coup, je réfléchis là en une minute et je me dis, la passion, elle est commune à toutes et tous, mais la difficulté que j'ai rencontrée, la passion, c'est de l'entretenir. En tout cas, de l'entretenir sur son produit ou service. Parce que quand on rentre dans l'entreprise, moi, je suis très content d'être arrivé le jour où je me dis, ouais, je me lance et maintenant, je cherche un statut et je commence à développer tout ça. Heureusement que j'étais prêt sur mon produit. Parce qu'après, on fait tellement autre chose que quand on revient sur le produit, des fois, on a l'impression de ne plus le connaître. Ou mal le connaître. Ou de se dire, puis il y a des moments de fatigue aussi où on se dit, mais est-ce que, voilà, et tout ça pour ça, est-ce que ça vaut le coup? Alors, du coup, c'est la deuxième valeur, c'est le courage. Le courage, il faut beaucoup de courage, bien sûr, et même face à soi-même, puisque moi, un des premiers ennemis de mon projet, c'est moi-même, hein, c'est des croyances limitantes. Je vous ai dit en introduction, j'ai pas fait spécialement beaucoup d'études. Donc, le fait d'être confronté aujourd'hui à des gens qui sont chefs d'entreprise, parfois même de grosses entreprises, de tenir des entretiens téléphoniques où j'ai une personne, mais en fait, ils sont trois, évidemment, me ramène à ma toute petite taille et à un complexe d'infériorité. Et j'ai sûrement fait des erreurs et je ferai encore des erreurs. Mais il faut du courage pour, à un moment donné, faire ce pas et se dire j'y vais, ou je fais confiance, pas confiance. Et là où je rejoins Gaëlle, parfois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et la troisième valeur qui me paraît aussi essentielle, en tout cas dans mon projet, mais je crois que c'est commun à tout le monde, c'est l'organisation. Moi, quand j'ai décidé de me lancer, du coup, j'ai transformé une pièce de ma maison en salle de cours, c'est-à-dire que j'ai pris un tableau blanc, un tableau de formation, mon outil de travail depuis des années en formation, paperboard et compagnie, et du coup, l'organisation. Parce que si on n'est pas un tant soit peu organisé ou qu'on ne se plie pas à une certaine rigueur, en tout cas, quand on est tout seul, c'est compliqué de tenir la barre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Laurence. Si, tout à fait. Ok, Tout à merci. fait. Et Cécile, j'ai envie de te poser une question et qui vient avec une nuance en plus. Il y a Philippe qui nous pose une question. Est-ce que les chevaux sont un miroir de notre comportement? Et alors, comment sont les chevaux et comment toi, tu as évolué dans ta pratique? Tu nous as dit que tu avais les chevaux étaient partis de ta vie, entre guillemets, pendant 20 ans. Tu y es revenu. Et donc, qu'est-ce que tu as développé comme qualité en travaillant avec ces chevaux-là?
Et finalement, est-ce que les chevaux sont le miroir de nos comportements et est-ce que c'est le miroir de ton comportement en tant qu'entrepreneur? Alors, qu'ils soient le miroir de nos comportements, ça c'est certain, mais ils Ouais. sont surtout, et ça on le dit pas très souvent, ils sont surtout le miroir du déclencheur du comportement. Hein, on sait que tout ce que nous agissons dans notre quotidien, ça se voit. Je suis devenue entrepreneuse, enfin, etc. Mais à l'origine du visible, il y a aussi l'invisible et la motivation profonde. Qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce qui me pousse à choisir telle ou telle voie et à prendre telle ou telle décision? Pourquoi il y a des entrepreneurs qui réussissent très bien et pourquoi il y en a d'autres qui ont des super projets et ça passe pas? Il n'y arrive pas. Donc, on voit bien qu'il y a la partie très concrète la partie concrète et un peu moins. Donc, le cheval est révélateur et miroir de ce qu'il m'anime, de ce pourquoi, ma motivation en fait. Donc, à partir de là, on peut partir dans le mode entrepreneur, j'y vais, j'ai envie et je sens que c'est là que ça m'appelle. Pour être entrepreneur, il faut accumuler les journées, accumuler les compétences, avoir des idées, ne pas lâcher, être courageux, être efficace, etc. Donc, tout ça, je pense que j'ai réussi à l'être plutôt pas mal. Mais à un moment donné, mes chevaux, effectivement, m'ont rappelé qu'il y avait un peu d'autres choses qui rentraient, d'autres ingrédients qui rentraient en ligne de compte, et ceux-ci pouvaient être en fait des propulseurs énormes. Et tout à l'heure, Gaëlle parlait de l'adaptabilité. Bien évidemment que moi j'appelle ça le mode adaptatif est quelque chose d'extrêmement important pour évoluer dans notre monde. Mais moi, je peux vous témoigner qu'à être trop adaptatif, on se fait très très mal, quoi, hein. Parce que j'ai une énorme capacité de rebond et j'ai un mode adaptatif que j'avais même pas conscientisé, c'est-à-dire même pas mal, ça passe pas par là, je trouverai une autre solution avec le plus d'élégance possible. Et donc le cheval, et les chevaux, ils m'ont rappelé à l'ordre sur plusieurs choses. C'est que arrête donc de tourner en rond. Hein, quand ça passe pas par un endroit, et ben ok, mais je prends juste un petit peu le temps de savoir pourquoi ça ne passe pas par là et pourquoi ça ne passe pas par cet endroit de façon fluide. Qu'est-ce que c'est qui pousse, qu'est-ce que c'est qui tend, qu'est-ce que c'est qui résiste. Et juste ça, eux vont nous apprendre uniquement par le biais, enfin uniquement en grande partie par l'émotionnel. Pourquoi? Parce que l'émotionnel, c'est le déclencheur du comportement, hein. À l'origine de nos choix, il y a une petite étincelle émotionnelle qui nous dit passe par là. Enfin bon, bref, c'est une. Donc, pour moi, le cheval est notre cheval intérieur, parce que nous en avons tous, hein, ça c'est la bonne nouvelle pour chacun. Écoutons notre cheval intérieur. Ben, oh là, on se pose, on regarde. Le discernement, c'est peut-être quelque chose qui est extrêmement important, le discernement. Prenons le temps de nous poser en haut de la colline, au milieu de la prairie, pour voir quel est le chemin où l'herbe sera la plus verte. Mais l'herbe verte, c'est ce vers quoi nous tendons tous, hein. Les chevaux, ils aiment l'herbe verte, mais tout droit en plein galop, c'est pas forcément la meilleure façon de s'y prendre. Donc, je dirais en plus de cette qualité-là, moi, j'y ai mis beaucoup de conviction dans tout ce que j'ai entrepris. La conviction et aussi la force de temps en temps, me fermer les oreilles, comme disait Gaëlle, pour ne pas perdre mon fil. Et je peux témoigner par l'inverse, c'est qu'il y a des périodes où j'ai voulu trop écouter et je me suis complètement perdue. Et en plus, j'ai réveillé des émotions négatives à l'intérieur de moi qui sont extrêmement bloquantes. Alors, il n'y a pas d'émotion négative ni positive, ça j'insiste toujours énormément là-dessus. Et il y a aussi vraiment ce qui fait battre notre cœur, je ne sais pas dire ça autrement, hein, et garder notre conviction et l'intuition aussi. L'intuition, super importante. C'est aussi là de vous avoir tous guidés quelque part. Il y a l'intuition, il y a eu la révolte, il y a eu la prise de conscience, il y a eu l'envie de vouloir sauver, mais on sent que l'intuition, pour vous, elle est. Pour moi, l'intuition, elle est reliée au corps et c'est vraiment partie.
c'est vraiment quelque chose d'important dans toutes vos démarches, dans vos 4 démarches. C'est ça. Mais alors, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif, mais aussi très, très rationnel. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu une intuition, je me suis dit, OK, c'est là que ça m'appelle. Donc, et ensuite, je me suis dit, j'y vais dans quelle intention, pour quelle raison, avec quels moyens. Et vous voyez, j'ai vraiment essayé de tout ramener dans un mode extrêmement rationnel qui va à l'inverse du premier. Et une fois que j'étais en paix et que je sentais que tout était fluide à l'intérieur de moi, dans les deux mondes, ben, j'ai pu choisir le monde du milieu pour pouvoir me mettre en route, quoi. D'accord. Je vois Gaëlle qui n'arrête pas de dire qu'il y a un bond dans ton sens. J'avais une question pour Gaëlle. Gaëlle, l'économie sociale, c'est une question de Philippe. L'économie sociale et solidaire est-elle au cœur de ton système? Oui, c'est un statut, c'est mon statut. Je fais partie de l'économie sociale et solidaire. J'ai le statut, dans mes statuts, on est vraiment aussi entreprise à mission et à impact, puisque aussi bien dans la façon que j'ai eu de concevoir mon entreprise, en faisant appel, en aidant à la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap, mais aussi bien aussi dans les produits, dans le produit que je propose, puisque c'est une solidarité vraiment poussée via ces distributeurs. Je fais effectivement partie de l'ESS, ce qui n'est pas encore forcément facile à comprendre pour le monde en fait, de l'entrepreneuriat actuellement. D'ailleurs, il y a des questions à ce sujet, hein. J'ai cru voir passer une question par rapport au fait de faire des bénéfices ou... J'ai pas bien vu, hein. Attends, Oui, il y c'est où? avait effectivement une question euh, par rapport au fait de comment rester entrepreneuse avec un chiffre Oui. d'affaires et vouloir que ce soit gratuit et disponible pour tous. Et c'est une Ah oui, question d'entrée. oui, parce qu'en fait, c'est gratuit pour les utilisatrices, mais ce sont les établissements, les institutions, là, des mairies entières. Alors là, aujourd'hui, voilà, c'est pas mon environnement habituel, je suis à Tremblay en France. Ils organisent voilà, un après-midi avec tous les jeunes de la commune sur la lutte contre la précarité menstruelle. Et moi, je me déplace volontiers justement pour en parler. Ce sont les établissements ou des mairies entières, ou des entreprises aussi. On a de plus en plus de grands groupes qui installent nos distributeurs, parce qu'on en a une plus petite version pour les entreprises, pour leurs salariés. Et donc, c'est eux qui financent ça, au même titre, voilà, comme je le disais, qui mettent du papier toilette à disposition de leurs salariés ou des utilisateurs. Donc, quelque part, les clients ne sont pas les consommateurs. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est vraiment faire peser cette charge qui est vraiment quand même assez énorme, hein, dans la vie d'une femme, par la collectivité. Super. Il y a d'autres questions, je suppose, Laetitia. Oui, il y a plein de questions. Il y a des questions qui s'adressent à tout le monde, puis il y a des questions un peu ciblées. Et notamment, il y a peut-être une question pour Patrice qui est revenue sous deux formats différents, enfin plusieurs personnes qui ont posé un peu la même question. C'est par rapport à l'accessibilité du jeu. Donc aujourd'hui, il est disponible pour le grand public et la question, c'était de savoir si c'était. Alors, j'ai compris qu'il y avait une nouvelle version à venir pour les formateurs et animateurs, mais est-ce qu'il y a une version où est-ce que ce jeu est disponible aussi pour les entreprises, par exemple les comités d'entreprise, les CHSCT ou peut-être les services sécurité des entreprises? Donc voilà, c'est là où justement mes journées ne faisant que 24 heures, on se rend bien compte que maintenant ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que moi au départ je vise la sphère familiale. Je pensais que mon prospect, un terme que j'ai appris dans les semaines qui viennent de passer, était le parent, le grand-parent, l'enfant. Donc il l'est bien, puisqu'aujourd'hui, donc, sur mon site internet www.protégerlartistecourir.fr, il y a une e-boutique. Depuis le concours Lépine, il est distribué aussi dans tout le réseau Jouet Club en France. Donc le seul gros distributeur à qui j'ai bien voulu faire confiance, ne serait-ce pour la qualité des rapports qui m'ont été proposés. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, depuis quelques mois, je suis sollicité par des amicales, des associations et des entreprises, et notamment par le biais des comités d'entreprise, puisqu'encore une fois, cette thématique rassemble, et donc je suis tout à fait à même de proposer
des choses intéressantes à toutes ces personnes-là, donc comité d'entreprise, etc. Et vous l'avez compris, l'outil pédagogique, lui, ça sera les enseignants, les formateurs et les animateurs. Donc les enseignants, c'est les collectivités locales, les mairies, les conseillers départementaux, et les animateurs formateurs, c'est les entreprises de formation et tout aussi les centraleries, etc. Donc c'est vraiment très large. Mmh. Ouais. Ouais, ça touche tout le monde en fait, hein. Puisque Voilà. ça touche la vie. Ça fait parfois beaucoup pour un seul homme. Voilà. Il y a un an, je remplissais tous les jours un post-it de choses à faire pour le lendemain. Aujourd'hui, c'est des feuilles format A4 et malheureusement, Ah oui. j'arrive plus. Alors, chaque jour débute avec la même chose, on priorise. Mhm. Voilà, comme aujourd'hui, par exemple. Je m'étais engagé sur un festival et puis quand on s'engage, je n'allais pas faire marche arrière. Et puis est venue votre invitation au projet Innovivant. Donc j'ai réussi à mettre en place des choses pour être présent. Mhm. Mais on peut malheureusement pas toujours être partout, répondre à tout le monde dans les temps quand on est tout seul. Voilà. Est-ce que D'ailleurs, je peux me permettre oui. un petit conseil? Moi, j'ai découvert les outils de gestion de projet, type Asana, des choses comme ça, mais c'est magique, hein. C'est vraiment, ça permet d'être hyper soulagé, en fait, de diminuer la charge mentale, puisque tout est hyper planifié. Et je me Et donc, permets. justement, il y avait. Pardon. Par rapport à la gestion de l'énergie, notamment, et peut-être c'est une question pour Martine, il y a eu 2 personnes qui ont posé des questions aussi qui se rejoignaient. Il y avait Delphine qui demandait comment garder la santé lorsqu'on se lance dans un projet et que l'on travaille beaucoup. Et puis il y avait Aurore qui se demandait, mais qui posait la question à tout le monde, avez-vous eu des baisses d'énergie? Et le courage seul ne permet pas toujours, n'est pas toujours suffisant. Alors, comment arrivez-vous à gérer ces baisses d'énergie pour continuer à avancer sur son projet? C'est clair que, en fait, l'énergie, c'est la base. Alors, l'idée, c'est de faire le plein d'énergie avant de démarrer son projet. Ce que je reçois souvent en cure détox, c'est surtout des Français, des Parisiens, des Parisiennes, qui arrivent sur mon bateau, parce que c'est généralement un bateau en Turquie, complètement épuisés. Des responsables d'entreprise et qui me disent, mais tu ne te rends pas compte, le stress dans lequel on vit, ce que je fais me passionne, mais j'ai plus le temps de penser à moi, j'ai plus le temps de m'occuper de nous. Et je réponds à cela, mais il faut prendre le problème à l'endroit. Le problème à l'endroit, c'est-à-dire d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas être bon pour un projet si on n'est pas en forme. Donc ça, c'est indispensable. C'est non seulement être en forme, mais être dans ce niveau de forme absolument extraordinaire où finalement, ce que vous allez faire avec du courage se fait assez facilement et vous n'allez pas vider vos accus d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, etc. parce que vous devez aller au charbon, parce que vous avez suffisamment de recharge pour pouvoir y aller sans vous épuiser. Donc en fait, on doit pouvoir aller au bout de sa journée. Le soir, on est fatigué, puis c'est normal d'être fatigué, c'est une fatigue heureuse. On met sa tête sur l'oreiller, on s'endort, on dort 8 heures, puis le lendemain, on est en pleine forme. L'idée aussi, c'est de ne pas prendre en fait tous ces accompagnateurs d'énergie extrêmement à double tranchant, hein, comme beaucoup de gens prennent des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères. Et donc tout ça, évidemment, c'est extrêmement toxique. C'est en fait, on se tire une balle dans le pied et puis la note à la fin est colossale. Donc en fait, c'est vraiment se dire, on se donne du temps pour soi, tous les jours. On organise son temps de travail pour garder du temps de loisir et du temps en famille aussi. C'est très important de scinder, même si au début d'une entreprise, on a tendance à devoir trop consacrer à l'entreprise. Mais alors, il faut se dire que c'est juste un moment X. Ça ne peut pas se pérenniser sur le long terme, parce qu'alors, vous perdez votre vie, même si le projet est fantastique. Il n'y a aucun projet fantastique qui mérite que le sacrifice personnel soit réalisé. Il faut quand même, nous sommes des êtres de convivialité, des êtres relationnels. Nous devons être dans la joie, dans le plaisir. Si vous êtes extrêmement exténué par votre travail, vous n'êtes plus dans le plaisir, vous perdez votre créativité, vous devenez l'esclave de votre projet et c'est pas bon. Donc c'est très important, c'est justement d'être ressourcé à une source qui est inépuisable. Et cette source, c'est justement le contact avec la nature, donc dans son ensemble. Donc c'est pas seulement l'alimentation,
mais c'est aussi aller dehors, faire du sport, respirer un air riche en, je veux dire, en vitalité aussi, parce qu'il y a des airs qui sont appauvris, des airs qui sont très riches. Et donc être en contact avec la nature, et puis s'alimenter de façon organisée pour alimenter cette énergie, mais aussi viser une complémentation qui va soutenir l'énergie et la vitalité, et qui va aussi vous permettre d'avancer sans vous blesser. Parce que si c'est pour vous offrir une tendinite parce que vous avez été tellement stressé par votre travail que vous avez créé véritablement une inflammation au niveau des ligaments, ça peut être ça peut être de l'eczéma, ça peut être des nuits sans sommeil, etc. Ça ne vaut pas la peine. Donc vous pouvez prendre une complémentation que l'on va sélectionner en micronutrition qui vous permettra justement de recharger vos accus de façon récurrente. Donc, il y a tout ça, il y a des protocoles qui font partie de mon coaching aussi qui sont très efficaces. Donc, je me souviens que dans un premier temps, j'allais dans mon projet de façon exacerbée et avec une énergie qui existait, mais qui s'épuisait au fur et à mesure de mon investissement. Et puis, j'étais sur les rotules au bout d'un certain temps. Maintenant, ça ne m'arrive plus. Mais moi, j'ai l'avantage aussi d'abord de l'expérience, parce que je suis là-dedans depuis 30 ans. Et puis, c'est aussi l'art de la délégation. Là, aujourd'hui, je suis en Grèce et j'ai 6 personnes qui travaillent, dont une en télétravail depuis le Portugal, mais sinon, les 5 autres sont en Belgique. Et j'ai 4 chefs qui sont en cuisine maintenant, qui travaillent. Et donc, c'est la délégation. Donc, ça veut dire la responsabilisation des autres. Ça veut dire aussi la confiance. Ça veut dire aussi d'avoir dans le regard de ceux avec qui vous travaillez, c'est-à-dire qu'ils se sentent responsables de leur mission. Et leur mission, c'est de se dire, mais Martine n'est pas là, eh bien, on va faire en sorte que le travail se fasse comme si elle était là. Parfois, il se fait beaucoup mieux que si j'étais là. Et donc, on se rend compte, finalement, c'est là la pratique de la modestie, se dire que c'est absolument rassurant. La modestie vous permet d'être un petit peu en dehors du jeu parfois, hein, c'est de déléguer. Donc, vraiment, en résumé, il n'y a aucun projet qui mérite que l'on sacrifie sa santé pour le faire aboutir. Je ne pense pas. Sauf si vous avez un projet politique super important. Parce que vous faites, ce que fait Patrice, ce que fait Cécile, ce que fait Gaël, c'est politique parce qu'on participe finalement à l'élaboration d'une société qui sera plus juste, qui sera plus en symbiose avec la nature, avec ce que l'Homo sapiens recherche. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même se protéger. Et puis, si vous ne vous protégez pas, après, vous ne serez plus là, vous ne serez pas disponible, vous ne serez plus bon. Vous voyez, comme dans les avions, il y a l'histoire des masques en cas d'accident. Mais d'abord, c'est le parent qui met le masque, et puis il met le masque sur son enfant. Donc, c'est la même chose. Si on ne s'organise pas pour être en forme, tout le reste va s'effondrer. Donc, voilà, petit conseil. Apprendre aussi à vous protéger, à prendre du temps pour vous et à vous ressourcer. Un message plein de sagesse. Et d'ailleurs, je me demandais à propos de Cécile, qu'est-ce que les chevaux apprennent à ce sujet? Alors, dans ces cas-là, les chevaux, ils vont nous faire questionner la notion d'hyper-investissement, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse à, justement, pour utiliser le terme de Martine, qu'est-ce qui pousse à me sacrifier, à en mettre trop, en fait, dans ce projet et pas trouver la juste limite pour rester en bonne santé et avoir le niveau d'énergie suffisant pour, quand on est seul, avant d'avoir la possibilité de déléguer, parce qu'on a tous commencé comme ça, d'être au four et au moulin sans s'user, et puis de pouvoir le soir effectivement s'endormir et dormir 8 heures bien reposantes et recommencer le lendemain avec le même plaisir, hein. Il y avait cette notion-là aussi que Martine a souligné. Donc moi, les chevaux, ils vont vraiment aller vous aider et aider chacun à questionner sur
la motivation profonde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les choses par amour pour, hein, quel est l'élan porteur, ou est-ce que je vais faire les choses par peur d'eux? Et réellement, c'est là qu'il y a de l'investissement. Est-ce que je veux aller vers quelque chose parce que ça m'est utile pour aller résoudre des tas de choses de mon monde intérieur, ou est-ce que je vais aller en éviter? Enfin bon, bref. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui est évitement, compensation, et quoi qu'il en soit, tant que nous n'avons pas conscientisé ça, ben on va mouliner, mouliner, mouliner. Moi, je recommande toujours effectivement de commencer par avoir une alimentation saine. Donc c'est en ça que je trouve que tout ce que fait Martine est extra, parce que ça, c'est très important pour la pensée, pour le corps, etc. Mais à un moment donné, il sera, pour moi, à mon avis, indispensable et nécessaire d'aller questionner le monde intérieur pour savoir, ben, elle vient d'où cette énergie, et est-ce qu'elle est bien déclenchée par le bon moteur, en fait. Et c'est vrai, pour revenir sur mon itinéraire, dans un premier temps, j'avais un besoin de reconnaissance très important qui m'a fait avancer tête baissée et en brûlant mon énergie. Et puis finalement, c'est aussi un travail intérieur, c'est remplacer ce besoin de reconnaissance par un besoin euh, de mettre son énergie au service d'un projet sociétal qui va dans le sens de la vie. Et en fait, en faisant ça, vous quittez cette espèce de cercle intime où vous êtes dans une réflexion un petit peu autiste pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus porteur et de prolifique à ce moment-là. Et c'est vrai que, comme dit Cécile, l'entreprise vous permet d'aller au bout de votre démarche intérieure qui est indispensable. Parce qu'on a tous des blessures. On a tous des blessures, on a tous des motivations qui font que on va y aller parce qu'on veut prouver à papa, à maman qu'on peut y aller. Et puis après, il faut dépasser ça. Et alors là, on devient vraiment juste. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut déléguer, qu'on peut prendre du recul et qu'on peut aussi se dire, bah, c'est pas tellement important ce que je fais. Mais l'important, c'est un peu comme l'histoire du colibri des Amérindiens. Vous voyez, c'est vous apporter une goutte d'eau à l'incendie de la forêt et voilà, vous faites votre part, vous apportez votre part. Et avec modestie, puis le reste, on reste dans la joie, le bonheur, la convivialité et, et on s'amuse parce que voilà, on est venu sur Terre pour s'amuser aussi, hein, pour être joyeux. C'est très important parce que la joyeuseté est très créatrice. Et bon, voilà, donc si j'ai un peu répondu dans le sens de Cécile, je crois que c'est très. C'est vrai, juste si je peux me permettre, c'est que moi aussi, il y a quelque chose dans les discours. C'est-à-dire que le parcours d'entrepreneur, c'est extrêmement chouette, mais ça ne passe pas que par de l'extrêmement positif, hein. Et il y a autre chose que moi je préconise souvent, c'est de ne pas avoir peur. Alors si ça doit être que de nous à nous, de reconnaître les jours où ça ne va pas, les jours où j'arrive pas à réfléchir, les jours où et éviter de partir dans ce truc, bon, je suis entrepreneur, il faut que tout soit positif, tout soit extraordinaire. Là, pour moi, c'est l'antithèse de la santé émotionnelle, parce que aujourd'hui, votre système émotionnel, il vous envoie une émotion qui vous met dans ce truc peut-être un petit peu moins joli en façade, ben, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, que ce soit hyper-investissement ou autre chose. Donc, je crois que c'est extrêmement important d'avoir, ok, si c'est que de nous à nous, pas de problème. De toute façon, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, il faut savoir qu'il n'y a que nous qui le voyons. Donc, à partir de ce constat-là, on peut y aller tranquille dans l'exploration. Et de se dire vraiment d'avoir l'authenticité, de reconnaître que, bah oui, aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins beau, et pourquoi, et à quoi, qu'est-ce que ça me dit pour pouvoir mieux partir après. Tout n'est pas toujours extraordinaire et tout n'est pas non plus catastrophique, hein, mais tout est ce qu'il est. Et c'est Notamment, ce qui est important aussi, c'est que je comprends qu'il y a des moments où on a notre petit diable intérieur qui se réveille en disant tu vas pas y arriver, t'es nul, il y a un accident, une boîte qui s'est effondrée du vélo, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ben, c'est que mon projet était nul au départ de prendre du vélo. Ben non, c'est pas ça, c'est que je pense aussi qu'il y a, parce que j'ai vécu cette énergie négative.
où finalement, j'étais souvent je travaillais à flux tendu, le nez sur le guidon, en utilisant une énergie extrême pour obtenir des résultats qui étaient approximatifs. Mais quand on a un intestin qui fonctionne super bien, parce qu'on y met dedans exactement ce qu'il faut pour développer son immunité, et aussi pour produire des neurotransmetteurs qui vont se dégager au niveau du cerveau et qui vont créer un cerveau super puissant, un mental de champion. C'est vachement important. Quand vous êtes là-dedans, vous n'avez plus des ups and downs parce que vous avez en fait un cerveau qui fonctionne et qui est à votre service. Et c'est vachement important d'avoir aussi bien un cerveau que des hormones, qu'un microbiote. C'est un tout, hein. Vous êtes un univers et il faut en fait que tout fonctionne bien. Mais quand vous avez un intestin qui fonctionne super bien, c'est déjà un excellent départ pour entretenir cette vitalité aussi au niveau du cerveau. Et finalement, nos émotions induisent nos pensées induisent notre réalité. Et donc, tout cela a un sens. Et quand les neurones sont frétils de joyeuseté et d'enthousiasme, eh bien alors, il n'y a plus de place pour le reste, en fait. Mais bon, la tristesse, c'est important aussi. Hein. Vous arrivez dans un événement, vous perdez un proche. La tristesse est une émotion qui mérite d'être traversée aussi, bien sûr. Alors, il y avait une question aussi, alors quand on parle d'équilibre, là, donc on parle d'équilibre alimentaire, on parle aussi d'organisation, en tant qu'entrepreneur, on parle donc d'énergie, de ressourcement, mais il y a aussi finalement l'équilibre, c'est avec la vie familiale. Et il y a Delphine qui posait une question à Patrice. Patrice, vous avez parlé de l'impact de votre projet sur votre famille. Pouvez-vous développer, s'il vous plaît, et comment trouver un équilibre lorsque l'on lance son projet? Alors déjà, c'est un peu insidieux, c'est que ça s'installe au départ. Moi, c'est parti d'un projet que je faisais dans mon salon que je ne pensais pas un jour développer. Donc, on me regardait par-dessus l'épaule, bon, il travaille sur son projet. Et puis, quand il y avait une tâche familiale ou autre, je refermais la boîte et je la mettais sur le placard. Et quand le projet avance, et surtout s'il fonctionne, une phrase qui peut revenir, et qui est revenue en tout cas dans ma bouche plusieurs fois, que je n'ai pas entendue tout de suite, mais qui doit alerter, c'est j'ai pas le choix. Parce que oui, est-ce que tu as le temps de faire ci, est-ce que tu as vu ça, ou j'ai pas le temps, j'ai pas le choix, l'impression d'être pris il faut y aller quoi. Donc ça effectivement il a fallu arriver évidemment à des moments d'échange et de discussion pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait mettre en face de ça. Après, il y a aussi les événements de la vie qui vous ramènent souvent les pieds bien sur terre. J'ai récemment dû emmener mon petit garçon de 12 ans à l'hôpital pour se faire opérer au niveau du cœur. Donc là, tout d'un coup, le téléphone et le mail, c'est plus très important, quoi. Et rassurez-vous, tout va bien. Mon fils se porte très bien aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est ça aussi, c'est faire le yo-yo. Et quoi qu'il en soit, je rejoins un petit peu ce qui a été dit, c'est que il y a le début du projet, il faut se lancer corps et âme, et puis à un moment donné, on se rend bien compte que les nuits doivent être les nuits, les repas doivent être les repas. Moi, la nuit, mon cerveau travaille beaucoup, enfin comme le vôtre, j'imagine, mais du coup, j'ai aussi appris à me relever pour noter une idée, et puis du coup, pouvoir me rendormir tout de suite et passer une super nuit. Et les quelques fois où j'ai essayé de lutter, j'ai tourné en rond comme un poisson rouge dans son bocal, et donc là, on perd surtout les tableaux. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et après, chaque situation est complètement, en fait, on va dire différente. Ça dépend du projet, ça dépend de son environnement familial. Est-ce qu'il y a des soutiens? Est-ce qu'il y a des grands-parents, pas de grands-parents, etc. En tout cas, c'est évident que sur le tableau que vous mettez au mur pour écrire votre projet, il doit y avoir indispensablement cette case que représente la famille. Quoi. Super. D'autres questions? Pardon? Les sources d'énergie aussi, la famille. La famille est source d'énergie, donc elle va vous aider justement à vous accrocher à votre projet. Hein. C'est important aussi de pouvoir se replier sur sa famille, de se ressourcer, de se régénérer avec elle à son contact. Disons qu'elle était là. La famille, elle est là avant, elle sera là après. Hein. Moi, en tant que femme, j'avoue que j'étais plutôt à m'occuper de tout à la maison depuis toujours. Et là, c'est un vrai bonheur
je me rends compte qu'en fait, mon mari cuisine super bien aussi. Et c'est pendant 25 ans, c'est moi qui ai cuisiné n'importe quoi, en fait. C'est parfait. Et il sait faire les courses, les lessives et tout, donc c'est super. Donc, il y a un retournement, mais effectivement, au moment où j'ai lancé mon... Mais non, mais Patrice, si. Au moment où j'ai lancé mon projet, ça a été vraiment une discussion de famille avec nos 2 enfants aussi, de dire, bon ben voilà, ça va être pendant 3-4 ans, je vais être beaucoup plus prise. Ça va être un peu l'inverse. Avant, c'était mon mari qui partait tout le temps en déplacement. Est-ce que c'est OK? Et puis, ça a été un pari familial, effectivement, cette aventure entrepreneuriale. Merci pour toutes ces questions, parce que c'est vrai que c'est des questions importantes quand on se lance. C'était une question qui était revenue quand même assez régulièrement. Donc, merci pour ces partages. Puis là, maintenant, il y a une question peut-être plus générale. Je ne sais pas si c'est une question de clôture, mais c'est une question liée à la contribution, parce qu'on est sur des projets innovants et puis au sein de Umatera, on a envie d'impacter positivement le monde. Et on se dit, il y a une question qui a été posée sur qu'est-ce que votre projet apporte au monde et quel est votre rêve pour le monde de demain? C'est peut-être la question de la fin. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. C'est une excellente question. Peut-être que je vais démarrer parce que je démarre à chaque cycle de questions. Donc, en fait, en tout cas, pour moi, c'est apporter au monde qui soit mon cercle familial, mon cercle de followers ou des cercles plus éloignés, parce que finalement, nos concepts se mettent dans notre viral dès qu'on est convaincu, dès que le projet a du sens. C'est effectivement d'apporter la réflexion sur les enjeux alimentaires. Ça suffit de nous massacrer avec une junk food qui est cautionnée par nos gouvernements et qui en fait remplit les poches de l'industrie au détriment de notre santé. Je veux dire, c'est amoral, c'est inadmissible, c'est un scandale. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment ce qui me motive. Ici, on est dans cette crise politico-sanitaire et depuis 1 an et demi, j'attends que nos gouvernements parlent de santé alimentaire, d'immunité grâce à une meilleure alimentation, de prendre des micronutriments comme la vitamine D, la vitamine C, la vitamine A, le zinc. Personne n'en parle depuis 1 an et demi. Tout le monde veut nous vacciner. Et donc, à quoi ça rime? Donc, en fait, c'est un véritable, pour moi, c'est un génocide sociétal et humanitaire, cette obligation de nous séparer, alors que c'est en se rassemblant qu'on développe notre immunité. Et donc, je suis extrêmement en colère aujourd'hui. Et en même temps, je me dis, voilà, j'apporte ma part. J'espère qu'elle sera entendue. J'ai un cercle autour de moi qui agit comme une tache d'huile. Et puis il y en a d'autres, d'autres qui parlent le même langage que moi. Mais vraiment, je veux dire, l'actualité aujourd'hui nous prend à la gorge, prend nos enfants à la gorge. Et il nous faut absolument résister et réagir et rentrer dans la désobéissance. Et cette désobéissance commence pour moi aussi par le refus de rentrer dans les grandes surfaces encore, de retourner vers les paysans, vers ceux qui développent notre santé, qui, à force de leur courage, de leur détermination, de leur huile de coude, vont nous aider à créer une bonne santé grâce à une alimentation saine et juste. Et donc voilà, et sortir aussi de ce système où finalement les pauvres s'appauvrissent de plus en plus et les riches s'enrichissent de plus en plus. C'est inadmissible. Et ce n'est pas parce qu'on est dedans depuis plusieurs générations qu'on est habitué, un peu comme une grenouille qui cuit doucement dans une eau qui devient de plus en plus chaude, que nous devons accepter ça. Donc voilà, avec le sourire, je vous le dis, je suis très en colère. Merci Martine. Merci Martine. Merci Martine. Toi, tu parles de santé émotionnelle, donc comment tu verrais le monde de demain? Et par rapport à la question qui a été posée par Laetitia. Alors, santé émotionnelle, c'est... Ah non, je parlais à Cécile, pardon, Martine. Pardon. Je pensais que je n'avais pas répondu entièrement à la question. Voilà. Si. C'était parfait. Du coup, comment je vois la santé émotionnelle dans le changement du monde, c'est ça? Oui. En fait, moi, quand j'ai découvert tout ce que les chevaux pouvaient nous apporter par rapport à nos comportements, encore une fois, quelque chose qui est sorti du fin fond de moi-même, je me suis dit, waouh, enfin,
voilà une façon parmi d'autres de changer le monde. Tout simplement parce que j'ai vite compris qu'à partir du moment où on changeait nos comportements de soi à soi et de soi vers les autres, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui allaient s'apaiser. Et donc, encore une fois, le comportement étant déclenché par l'émotionnel, à partir du moment où nous prenons soin de nos émotions, c'est-à-dire ne plus être dans ce fameux mode réactif, mais plus en proaction, je ressens ça, donc j'agis ça, plutôt que de dire je reçois ça, donc je réagis ça. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental pour faire évoluer le monde et aller vers ce monde de demain. Ça me paraît, à partir du moment où tout le monde est en conscience, déjà, parce que il faut savoir que on est très très peu, enfin, je dis on, c'est pas très joli, mais très très peu d'entre nous sont réellement en conscience de tout ce que nos émotions déclenchent chez nous. Et c'est pas ça, c'est les chevaux qui me l'ont appris et je le vois tellement en vivant avec eux. Ce n'est pas le fait de nommer une émotion qui va nous permettre de la traverser et de l'agir. Au contraire, les gens qui sont en présence de leurs émotions ne les nomment pas. Ils ne font que agir. Donc déclencher le comportement qui va leur permettre d'apaiser l'émotion qui se réveille fort en eux. Et pour moi, la santé émotionnelle, elle passe par là. C'est en ça que le comportement est tellement important, l'action. Donc, entendons ce système émotionnel que j'appelle très souvent le guide intérieur pour évoluer dans un sens beaucoup plus cohérent avec nous-mêmes et avec les mondes qui nous entourent. Merci Cécile. Magnifique. Ouais. Inspirant. Gaëlle, comment répondrais-tu à cette question de la contribution? Ah, alors moi, dans un monde idéal, je pense qu'on devrait tout avoir accès à des produits sains. On devrait tout avoir une information aussi, parce que je n'ai pas vraiment développé ce côté-là, mais c'est ce tabou, il est temps qu'il tombe et qu'on puisse parler librement des règles, aussi bien les femmes que les hommes. Je pense que nous, les femmes, on a bien intériorisé ce tabou. C'est à nous aussi, c'est nous qui avons les clés. Je pense que ce sera un grand pas dans l'égalité entre les femmes et les hommes une fois que ce tabou sera tombé. Donc voilà, moi, ma contribution, c'est aussi ça, c'est de faire tomber ce tabou en ayant en plus des distributeurs qui sont jolis, qui peuvent être mis au vu et au dessus de tout le monde, et qu'on puisse, mon but, c'est qu'on puisse se servir d'un tampon et d'une serviette devant tout le monde comme on prendrait un mouchoir en fait. Et voilà, donc ça c'est mon monde idéal, et j'essaye d'y contribuer en travaillant avec le gouvernement, avec les ministères aussi. Et tu vas réussir. En bonne bretonne. Et toi, Patrice, ton monde je idéal? Ce qui nous relie, Gaëlle, Martine, et Cécile et moi, c'est de nous projeter dans l'action. Donc moi, ma contribution, c'est de partir donc, du constat que les gens ne sont pas suffisamment formés, ou alors formés il y a longtemps et il faut revoir. De ma conviction que c'est eux, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde qui pouvons sauver notre voisin, et qu'un accident arrive si vite à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et que moi, ce projet, je l'ai pensé et je le développe, il est autosuffisant. Alors, c'est mon terme à moi pour dire que simplement, moi, j'ai mon métier de pompier qui va nourrir ma famille, et je n'ai pas changé de train de vie. Et qu'aujourd'hui, je n'ai pas poussé les portes d'une banque, et qui s'autosuffit pour reproduire, réimprimer, etc. Et que pour me projeter dans l'action, maintenant, j'aime à dire que ça y est, c'est la réalité. J'ai réussi à faire rentrer dans les foyers un outil ludique de jeu, donc qui va rassembler autour d'une table pour jouer et puis pour reprovoquer des moments familiaux. On peut quitter un peu l'écran. Et l'écran est bien aussi pour les enfants, il faut tout, mais en tout cas remettre les gens autour d'une table. Et puis d'avoir pensé, d'avoir amené et de proposer un outil qui me semble, les parents n'avaient pas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un outil qui va permettre de faire de l'éducation. Puisqu'aujourd'hui, on me dit souvent sur les salons, les festivals comme aujourd'hui, oh mais moi j'ai pas besoin, je suis médecin ou infirmière. Et à ces gens-là, je leur réponds toujours, mais vous savez, il y a savoir et il y a transmettre. Et quoi qu'il en soit, moi je vous apporte là l'outil pour transmettre, c'est-à-dire pour expliquer à un plus jeune, c'est pas parce qu'on est médecin ou parce qu'on est infirmière ou qu'on est pompier qu'on est meilleur qu'un autre. Et voilà, donc je suis fier d'être dans l'action et d'apporter cet outil. Voilà ma contribution. Super. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin. Des questions, je crois qu'il y en aura encore et encore, que c'est pas
tout à fait possible de répondre à tout, mais je suis vraiment très reconnaissant de tout ce que vous avez apporté, partagé de votre expérience. N'est-ce pas, Laurence et Laetitia, hein, c'était très riche, très inspirant, cette table ronde. Que disent nos auditeurs? Laetitia, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, mais c'est vrai qu'il y avait encore, enfin, il y a encore des questions, mais apparemment, enfin, il y a eu beaucoup d'enthousiasme aussi dans le chat. Donc, je vais dire merci à tout le monde d'avoir participé à la fois dans les questions-réponses et puis dans la discussion. Parce que bah, du coup, c'était assez riche et c'est vrai qu'on aurait pu encore y passer des heures, mais le temps nous est limité. Donc voilà. Eh bien, Après, j'ai l'image de Mickaël qui m'est arrivée. Si vous voulez D'accord. qu'on la partage. ah oui. Donc, Alors. on présente peut-être Mickaël. Oriane, tu nous présentes Mickaël. Michael, eh bien, peut-être que tu pourras activer ton micro puisque j'ai le regret de dire que je ne te connais pas vraiment bien. Je sais que tu es notre dessinateur, concepteur graphique, je sais pas, quelque chose comme ça, et que tu fais des superbes résumés en tout cas. Ça, c'est vrai. Parle-nous un peu de toi, Michael. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Donc, pour établir les choses, je ne suis pas dessinateur, je suis facilitateur visuel. Voilà. Facilitateur graphique. Il y a quelques nuances. Donc voilà. C'est-à-dire que je reproduit de façon graphique, comme vous le voyez là, voilà les échanges qui sont conduits depuis maintenant un moment, et en captant l'essence. Donc voilà, vraiment de façon à faire ressortir, je dirais, ce qui, bien sûr, passait à l'aune de mon filtre, les plus pertinents, et je dirais entre guillemets la mécanique des échanges que nous venons de suivre. Et voilà, ça donne ceci. Ouais, c'est génial, hein. C'est un J'adore très, ça. très beau résumé. Ouais. On nous empoisonne avec nos protections personnelles, je trouve ça. Parce qu'on peut l'entendre sur plein de niveaux, c'est extra. C'est ça. Il y a aussi effectivement après ce petit filtre de jouer un peu, je dirais, avec ce qu'on entend, et de faire d'une phrase, on va dire, dite par une personne, la synthèse d'une idée qui a été développée par plusieurs des intervenants. D'où effectivement, voilà. Eh bien, Merci beaucoup, Mickaël. C'est super, merci à toi. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est temps de remercier nos invités et comment Est-ce qu'on peut faire juste un mot peut-être pour Ah ben terminer? oui, effectivement, un mot. Ou peut-être Un seul mot. Un seul. Voire deux, mais un seul mot. Qui résume peut-être l'émotion que vous avez après toute cette richesse des partages, des témoignages que vous nous avez donnés. On pourrait commencer par Cécile. Alors, un mot, j'ai le mot confiance qui vient. Super. Et Patrice? Partage sans filtre. Pardon, partage sans filtre. Merci Gaëlle. J'avoue que là, je me sens pas inspirée. Je saurais pas trop. Là, c'était bienveillance, je dirais. J'ai retrouvé énormément de bienveillance dans tous nos projets, en fait, dans tous les projets qui ont été exposés. Et Martine? Évidemment, énergie. Énergie. Super. Wow. Merci beaucoup pour votre participation à cette table ronde. Donc, sachez que la table ronde, l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube Unatera après la fin du sommet.
Et demain, nous sommes déjà la dernière étape du sommet des projets innovants. Et cette journée sera dédiée à la spiritualité. Donc, pour rappel, pour les personnes qui regardent en différé cette vidéo, il y a eu la journée sur l'humain, la journée sur L'écologie. l'écologie. Pardon, pourtant je m'y intéresse. C'est la première, c'est pour ça. Oui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la journée santé et demain, la table ronde, ce sera sur la spiritualité. Et donc, nous partagerons l'écran avec Marc de la Ménardière, avec Christian Junot et Solène Thomas. Voilà. Ça promet d'être vraiment, très riche. Voilà, très, très, très riche. Et bien, moi, c'est vraiment génial tous les ponts qui ont pu se créer entre vos différentes disciplines, enfin, en tout cas vos différentes activités qui, a priori, n'ont vraiment rien à voir. Mais on a vraiment trouvé des jolis ponts. Et ben, merci pour cette belle participation et d'avoir co-créé avec nous cette belle table ronde. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et merci à tous les participants également qui ont suivi cette table ronde et qui ont posé toutes leurs questions, toutes passionnantes, aussi passionnantes les unes que les autres. Laetitia, on n'oublie pas Laetitia aussi, qui a été la personne Laetitia, tu as été fantastique, et Michael qui a fait un résumé aussi succinct et avec une petite pointe d'humour. Donc, et puis merci Laurence. Merci chère Oriane. Au revoir. Bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.